Voilà, en matière de circulation sur nos routes, on a beaucoup évoqué le sujet. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a un collectif de syndicats des transporteurs qui n'est pas du tout content avec la décision de la suspension de l'Agence Générale Voyage. Il demande donc au ministre des Transports de faire rétro-pédalage et de faire en sorte que les nombreux employés de cette compagnie, y compris bien d'autres qui sont dans le même secteur, puissent retrouver leur activité. Bon, de là à aller leur donner raison totalement, on ne peut pas emboîter totalement ce pas, mais reconnaissons qu'ils auraient bien d'autres raisons d'agir ainsi. En attendant, on va quand même nous attarder encore en début de ce programme sur l'attitude des équipes de la Gendarmerie nationale, le secrétariat d'État à la Défense, qui a donc encore une fois déployé ses équipes au niveau de la 2e région militaire du littoral. Le nouveau général de brigade, Pierre Loubazal, qui semble être, on va dire, très consciencieux depuis sa dernière nomination et qui n'hésite pas à descendre sur le terrain, a procédé par des interpellations, y compris des sensibilisations en direction non seulement des conducteurs de moto, mais aussi des mauvais taxis et des mauvais cars. Mais le général de brigade n'hésite pas à s'adresser aux populations qui embarquent auprès de ces voitures-là. Mais simplement, on a envie de lui dire le pauvre, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions est-ce qu'on peut réguler une telle circulation, sachant que pour le cas de cette nationale numéro 3, la décrépitude est très nettement avancée. Et aujourd'hui, on se demande, même à la place de tous les autres policiers qui régulent les circulations sur nos axes routiers en zone urbaine, comment est-ce qu'on peut réguler la circulation dans ces conditions, dans un état de délabrement avancé de nos routes, sur le carrefour Rond-Poulain ou le carrefour 2 églises ici à Douala? Les policiers qui sont là, y compris tous les autres gendarmes sur l'axe Douala-Yaoundé, ont bien du pain sur la planche parce que la route est très mauvaise. On ne cessera jamais de le dire. Bienvenue donc encore à cette autre émission, le Zénith de ce 30 octobre. Bienvenue, bonjour à vous, Charles Armel. Bonjour, Sam Sévérango. Bonjour à tous les téléspectateurs et plus particulièrement à Madame le ministre des Affaires sociales, Madame Guénéren. Bonjour à vous et bonjour à Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Benandoua. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous rendez pas compte de la situation implosive dans laquelle se trouve la société et les familles. Ça ne va véritablement pas. J'espère au moins que vous saurez prendre le taureau par les cornes. Très bien. Message reçu, on l'imagine. On accueille à votre suite Charles Amel Megui pour ce début de semaine. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau encore ce matin. On va parler de beaucoup de choses au cours de la revue des réseaux sociaux, entre autres l'augmentation du taux de mortalité maternelle au Cameroun. À quoi est-ce que c'est dû? C'est quoi donc les conséquences, les causes? Le ministre de la Santé, André Mamafouda, s'est largement étalé dessus et on y reviendra dans les minutes qui suivent. Est-ce que vous avez des nouvelles de Miss Cameroun, mademoiselle Minkata, au niveau de l'élection Miss Monde? Pas encore. Pas encore. Voilà, on aura le temps, forcément, peut-être de revenir sans doute sur cette actualité, rappelant que Miss Cameroun pour 2018, je crois, les opérations ont, semble-t-il, déjà commencé. Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je salue tous nos téléspectateurs. Sam, en ma qualité d'autorité traditionnelle, permettez que je donne un conseil au secrétaire d'État chargé de la gendarmerie en matière de sécurité. Parce que nous, les gardiens de la tradition, il y a beaucoup de morts. Nous n'acceptons pas le mort. Nous voulons que nos fils et nos filles s'épanouissent. Nous voulons leur demander d'appliquer ce principe de la sécurité qui parle de l'universalité de la défense et de la sécurité, c'est-à-dire les réunions au secrétariat d'État en charge de la défense, chargé de la gendarmerie, devraient intégrer les syndicats des transporteurs et les ministres en charge des questions de route. Si vous le faites comme ça, les acteurs du secteur routier, vous pouviez trouver des solutions par rapport à ce qui se passe. Lorsqu'on se retrouve entre gendarmes seulement, la solution risque de ne pas être la bonne. Et maintenant, vous allez recevoir les gens, 25 000 par-ci, passer au stress de vitesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas résolu le problème depuis au moins 3 ans. Associer le maximum d'acteurs. Voilà, il faut une synergie, mutualiser les forces en associant les autres acteurs. Secours route, syndicats de transporteurs, quelques agents du ministère des Transports, des travaux mais publics. sauf que là-dessus, vu l'état de la route aussi, moi je me demande toujours, est-ce qu'on peut appliquer la bonne sécurité sur ces axes-là? C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, justement, on n'est pas la bonne là. À ce moment, au moins, lorsque les mesures sortent, les syndicats de transporteurs ne vont pas se gosier seuls de leur côté, comme si
l'État du Cameroun était compartimenté. Non, c'est un même État. Nous avons les mêmes institutions. Donc, il faudrait donc une synergie de groupe pour nous éviter. Voilà. Nous sommes en fin de l'année déjà. Votre message est passé, c'est vrai, c'est ce que le général nous rappelait, nous sommes à l'approche des fins d'année, mais il ne faut pas toujours attendre les fêtes de fin d'année pour renforcer cette batterie de mesures. On va également dire qu'en matière de sécurité, il existe un Conseil national de la sécurité présidé par le ministre Paul Atanganji. Je crois qu'il devrait avoir beaucoup de boulot aussi en tant qu'un des tout proches collaborateurs du chef de l'État en cette matière également. On va à l'intention des citoyens africains rappeler que les temps sont bien mauvais pour quelques proches des présidences africaines, hein, puisque l'information concernant Théodorine Obiangema dans le cadre du procès des biens dits mal acquis est celle-ci qu'il a dû écoper de quelques 3 ans d'emprisonnement avec sursis Charles-Amel Bachou, avec confiscation de ses biens, mais il peut faire appel. Confiscation de ces biens qui seront reversés où? Dans le trésor guinéen ou le trésor français? Mais c'était déjà bien confisqué ces biens-là. Oui, on a confisqué. Déjà que nous avons refusé cela, nous n'avons pas accepté que ce soit la France de le faire. Mais aujourd'hui qu'ils ont pris sur eux de le faire, en lui donnant 3 ans de suicide, cet argent sera reversé où? On va confisquer les biens, on va procéder à la vente aux enchères, mais ce sera reversé dans quelle caisse? C'est la question qu'il faut se poser. Et j'invite aussi le président africain à se rendre compte que, vous voyez, vous qui avez vos enfants, ouais. Voilà. Mais c'est pour cela que cette information est capitale, puisqu'aujourd'hui, je crois au-delà de tous les nationalismes, je ne vais pas donner la parole à Momo là-dessus, puisqu'on est en introduction, il faut quand même se dire que la justice pourrait s'appliquer en direction de toutes ces personnes-là qui ont beaucoup pillé les fortunes. Et il y a François Compaoré aujourd'hui, qui lui également a été arrêté à Pranton, à Roissy, le frère de l'autre. Oui, tout à fait. Là aussi, ça veut dire que lui, il est induit pour inculper, il est encore inculpé, il n'est pas encore présumé, dans l'assassinat de Norbert Zongo, notre confrère qui a été assassiné en 1998. Voilà. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire des choses impunément. Comme disait Charles Lamel, faisons nos choses ici en Afrique entre nous. Lorsque vous pensez fuir là-bas, c'est là où on va vous ridiculiser. Nous-mêmes, ça ne nous fait pas du bien. Et les faits concernant le cas de Norbert Zangor montent bel et bien en 1998, donc il n'y aura pas eu de prescription en cette matière. Merci donc d'être avec nous toujours. Il y a tellement d'actualités. Nous sommes le lundi, vous le savez. On va démarrer ce programme puisque nous avons le temps pour cela avec l'histoire du jour. Cette fois-ci pour introduire Tendance. Bienvenue, bonjour. Donc il y avait encore le temps pour l'histoire du jour. Je croyais que vous allez continuer avec les débats. Chers téléspectateurs, je vous salue. Bisous pour vous. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Mbanga, Quartier Koumbe, parce que j'étais là-bas samedi, mais j'ai vu ce que je ne pouvais pas. Donc, j'ai vu. Ce n'est pas le genre que je n'ai pas vu. J'ai vu avant de venir vous voir. Avant de venir vous dire. J'ai une amie, donc elle parle de mon amie. Ça veut dire quoi? Ma camarade d'enfance, je partais manger chez eux, elle venait manger chez nous. Sa famille a gâté sa dot. Je dis quand il dit que la famille a gâté la dot, gâté le genre que gâté. Je ne pense même plus qu'on va arranger. Mais je sais que l'histoire là va vous intéresser, chers téléspectateurs. Tendez vos tympans, écoutez ce que je vais dire. Ma copine a rencontré son homme. L'homme a dit, ouais maman, je suis sérieux, je vais me marier avec toi. Elle a dit, viens alors voir mes parents si vraiment tu veux faire du sérieux. Le type a ramassé toute sa famille, mais qui dit toute sa famille, ça veut dire quoi? Son père, ses oncles, ses tantes, tout le monde était en Banga, y compris moi, parce que c'est ma copine qu'on veut épouser. On arrive à la dot, tout ce qu'on a demandé, l'homme de Dieu a donné. Je dis que donner, bref, la dot s'est bien passée, on a mangé, on a bu. Mais sauf qu'après la dot, il a dit à sa femme que ouais, il a dit à la famille que ouais, comme vous voyez là, j'aime mon épouse. Mais le mariage est prévu pour 2018. Oh, chérie, lève-toi on part. La famille dit non, vous partez encore où? Comme tu as dit que le mariage c'est en 2018, dès que tu viens organiser le mariage, après tu pars avec ta femme, tu ne peux pas encore rentrer avec elle parce que tu l'as seulement dotée. Donc, programme le mariage, vous vous mariez, tu rentres avec ta femme. Ah. Le type est devenu fou. Que qui? Je ne vous ai pas donné ce que vous voulez. Vous avez demandé les tines d'huile, les chèvres, le mblangué, c'est la couverture. J'ai même donné l'argent que vous avez donné à boire et à manger. Vous dites que je me marie d'abord avant de rentrer avec votre fille. Si tel est le cas, restez avec votre fille, vous me remettez ma dot. Tellement ça fait les problèmes. Le chef de famille a dit, épouse ta femme une fois en 2018, tu rentres avec elle.
Le type a dit à sa... Elle ne faisait que pleurer. Il a dit à ma copine que, ma chérie, tu as 5 jours pour me retrouver sur Douala comme je te laisse. Réfléchissez bien. Donc, à l'heure, si ma copine est en train de pleurer, elle ne sait pas comment elle va faire. Vous avez la parole. Oui, Meggy? Une situation assez cocasse, Sam Sévérin. Il faut dire que le mariage traditionnel, hein, c'est en quelque sorte, c'est un mariage. C'est un mariage, c'est-à-dire que l'accord de deux familles d'unir leurs enfants. Donc, symboliquement, une fois que cet acte-là est posé, la femme devient l'épouse, en quelque sorte, de l'homme qui vient la chercher chez ses parents. Maintenant, il se pose ici une problématique, c'est que les parents de l'épouse ne veulent pas remettre leur fille, peut-être parce que, selon eux, ils estiment que la dot n'est pas forcément une garantie de ce que, effectivement, cet homme-là prendra sur le plan légal leur fille en mariage. Peut-être que pour eux, je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais je le dis parce que j'essaye de comprendre leur décision. Peut-être que pour eux, c'est une façon justement de mettre encore un peu de pression à leur gendre pour qu'ils puissent officialiser les choses, et cette fois sur le plan légal. Parce qu'il faut quand même le dire qu'on a eu à voir quand même des situations où des femmes ont été dotées et n'ont jamais été épousées par la suite sur le plan légal. Mais finalement, on va retomber dans le même débat sur le mariage traditionnel, le mariage civil. On a déjà fait ce débat-là. La semaine dernière, qu'est-ce qui prime? Si on a déjà été doté, est-ce qu'on ne peut pas regagner son foyer? Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les parents ont bien fait. J'essaye de comprendre l'acte qu'ils sont en train de poser, ou alors j'essaye d'expliquer, donner une explication. Je ne dis pas que c'est une bonne chose forcément, mais je dis que certains peuvent le faire parce que justement, il y a cette raison-là que, bon voilà, on a doté, et il y a des femmes qui sont restées éternellement dotées et qui ne sont pas passées devant monsieur le maire. Maintenant, ça dépend, chaque famille a sa conception des choses. Voilà, donc forcément, à votre avis également, Bombok Bengan, je pense que le débat n'a pas lieu d'être, puisque ici, l'acte a déjà été posé et validé au niveau traditionnel, et c'est, de votre point de vue, forcément le plus fondamental. Non, Sam, il n'y a pas eu d'autre. Il n'y a pas eu dot ici, justement. Il y a qu'est-ce que le gendre vient faire? Le gendre ne parle pas quand il y a dot, quand on vient doter. Il a un représentant de son père qui parle. Ce n'est pas lui. D'abord, il n'y a pas eu dot. Ça veut dire, justement, c'est ça, les mariages, j'allais dire, modernes, entre guillemets. Les gens, ils s'entendent, se sont rencontrés en ville. Ils ont dit que oui, moi, on a peur si on fait ça. Ils n'ont pas pris le temps de savoir quelles sont les obligations dans les dots. En réalité, effectivement, ils ont mal agi. La dot ne s'agit pas de dire on veut apporter 20 tines d'huile, 20 chèvres, 3 boucs. Non, on peut dire tout cela de manière formelle. On ne prend que une tine d'huile et 2 chèvres. On vous dit telle chèvre vous sera fait pour ça. Donc, on vous fait un truc symbolique. Vous savez que puisque la dot ne finit pas. Or, eux ont dit non, on nous a donné papa une liste, ils viennent donner, ce n'est pas ça la dot. Donc ils ne parlent pas premièrement. C'est pour cette raison que en fait la famille voudrait pour leur gendre là leur dire que non, comme vous voyez là, vous n'avez pas encore fini. Parce que dans la dot, ce n'est pas les trucs matériels qu'on compte, c'est le pourparler. Qu'est-ce que vous dites? On lit dans les yeux du gendre. On lit et généralement la dot se concrétise par l'acte du mariage coutumier. Dès que c'est fait, vous pouvez faire 5 ans, 6 ans. La famille ne vous exige pas que mariez-vous avant la fin de l'année à l'état civil. Mariez-vous dans 2 ans ou dans 5 ans. Non, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'autre au regard de ce que tendance donc à partir de vous, il n'y a même pas lieu de débattre de cela. Charles Amen Bachou, quelle est votre analyse de l'histoire du jour? Je ne veux pas m'éloigner de ce qu'a dit Bombok dans la stricte mesure où on ne lui a pas remis l'acte du mariage traditionnel. C'est cet acte qui est rempli par le père et co-signé par le chef de famille, qui est remis en disant aujourd'hui, nous on est d'accord, tenez, le voici afin que cela serve, cela fasse foi à Sam Sévérin. Dans les préalables de la dot, il y a un processus en 4 étapes. La première étape, c'est le gars qui veut la fille, qui veut rencontrer le père. Ils discutent. Il y a une première acceptation de la part du père. Ouais. Après cela, on programme. Le père programme en disant, je t'ai écouté, mais je ne peux pas t'écouter seul. Il programme un autre jour
où il va convoquer, lui, son chef de famille, parce que ce n'est pas lui qui va décider sur sa fille. Il programme, vous arrivez à la maison, vous discutez, vous échangez. Il dit, bon voilà, nous allons programmer la date en telle. Voici la liste. Voici ce qui va te permettre de prendre notre fille et d'aller avec elle. Maintenant, il récupère la liste, il rentre, il va s'asseoir. Est-ce que tout ce qu'on m'a demandé, je dois payer? Maintenant, il discute avec la famille, avec le chef de famille. Le chef de famille prend sa copie, lui prend la sienne. Maintenant, on rentre dans la famille, tous les membres, ce n'est pas le monsieur, ce n'est pas Charles Armel qui vient doter, qui paye, qui sort son argent, ce n'est pas lui. C'est les cousins, c'est les neveux, c'est les oncles, c'est les tantes qui vont mettre chacun 5 francs. Tel va dire non, je prends le sac d'oignons. L'autre va dire non, je prends le sac de riz. L'autre va dire non, je prends la bière. C'est cette constituante. Cela on dit allons doter. Allons prendre notre femme. Pas allons prendre sa femme. C'est l'expression allons prendre notre femme. Voilà lorsque tout est conscient, on appelle le chef de famille en lui disant nous souhaiterons venir. On est prêt. Votre date sera notre date. Mais nous préférons tel jour. La famille de la fille se prépare, elle arrête. Il y a déjà eu au préalable une discussion. Donc maintenant qu'ils arrivent, c'est juste pour la finalisation. Finalisation. Ça veut dire qu'en amont, le père peut poser ses exigences. Tu la donnes, tu les poses une fois. Auquel cas, on fait venir le maire. La même nuit, on célèbre. On a vu ça, sur la forme. La même nuit, dès qu'on finit la dot, on célèbre le mariage là. Soit on renvoie s'il y a plus de moyens et tout, cela se fait. Donc, ça c'est une filouterie tout simplement, de la part de cette famille. Donc, je crois que c'est tout. Filouterie, vous êtes d'accord vous-même, tendance avec le terme, le qualificatif utilisé par Charles Armel? Non, oui. Mais sauf que le gros français, là, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Tu as insulté la famille, ce n'est pas bien, Charles Armel. On n'insulte pas les gens. De deux, il y a les familles qui nous déstabilisent. Demain, quand on ne part pas en mariage, on m'a dit que c'est la fille qu'on avait dotée depuis, on n'a pas épousé là. Tu me dotes, je préfère moi partir avec mon homme, sans toutefois faire le bras de fer avec la famille. Je veux leur supplier que papa, vous-même, vous voyez comment les temps sont difficiles. Avoir un mari, même d'abord, c'est dur. Un monsieur, combien d'hommes se lèvent au Dieu comme ça pour aller doter les femmes? D'autres font même seulement la cuillère. Qui t'enceinte l'empam, après il te dit que ouais, viens, on reste là-bas un peu. Il te rebombarde encore deuxième grossesse. Après, il ne t'épouse même pas, même doté, il ne dote pas. 2 mois après-demain, il te dit que ouais, comme tu vois là, comporte-toi bien, je te dote. Et après, il t'appelle même la mère de mes enfants pour éviter ça. Quand il prend ses pieds de venir, respectez-le aussi. Quand même, ça veut dire qu'il éprouve quelque chose pour moi. Vous n'avez pas m'accoucher, mais gâter encore. Quand vous dites à mon mari que je viens en 2018, c'est pour le déstabiliser. Tout le monde sait que pour avoir un homme, c'est dur. Mieux, je rentre avec mon homme. Le mariage va suivre après. Il faut seulement qu'il me comporte bien dans mon foyer pour l'encourager. Quelqu'un peut dire, je viens en 2018. La femme se comporte bien, il improvise même avant 2018. Pourquoi vous voulez que vous décidiez le diable au mur? Donc, faites attention. Alors, Meggy, sur cette entrefaite quand même, parce que là, on est dans le domaine d'une forme, je ne sais pas, d'infantilisation de la femme ou bien d'une chosification, puisque considérant ce que je peux appeler la récession au plan du mariage légal aujourd'hui, donc on doit se contenter du minimum, comme le dit Tendance, si déjà le monsieur a consenti quand même à faire le minimum. Mais moi, je pense que vraiment, il faut juste que les époux aussi s'entendent. Parce que chaque famille, vous allez épouser une fille, il faut tenir compte de ce que la famille de cette fille aussi peut avoir des considérations sur le plan même religieux. Parce que doter une femme, si on veut regarder sur le plan coutumier, ok, c'est votre femme, sur le plan légal, ce n'est pas votre femme. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas votre femme, parce que s'il arrivait, supposons, on ne le souhaite pas, que le monsieur décède le lendemain. Sur le plan légal, il n'y aurait pas un impact, il n'y aurait pas d'impact. Je ne sais pas si on se comprend. S'il arrivait que le monsieur contracte un mariage avant celui de la dame qu'il a dotée, c'est le mariage qu'il a contracté sur le plan civil qui va prévaloir sur celui qui est sur le plan coutumier. Et on a vu des cas où, je suis désolée... Ça, c'est selon le droit positif camerounais. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne juge personne. L'homme a ses raisons de se fâcher. Et je peux comprendre la réaction de la famille de la femme parce qu'il y a eu des expériences, justement, telles que des femmes qui ont été dotées. Si vous remarquez aujourd'hui, moi, j'ai fait une émission il y a quelques années auparavant où j'ai vu des femmes qui se plaignaient de ce que, une fois leur mari parti, on les a mis dehors avec leurs enfants. Parce que justement, c'est des mamans
qui ont été dotées, qui se faisaient appeler Madame Telle, et qu'on a entretenues dans cette situation-là, et à la fin, qu'on a mises dehors une fois leurs époux partis, et elles n'ont eu aucun recours, parce que justement sur le plan légal, la belle famille a eu raison d'elles. On leur a dit, vous n'avez pas le droit, parce que même légalement, vous n'êtes pas reconnus sur le plan légal, comme étant l'épouse de tel. Et d'autres même qui ont constaté que leur mari avait une seconde vie, et légalement marié. Donc, moi, je dis que ce n'est pas... Je comprends les ceux deux. Ceux qui ont expulsé ces femmes-là, je crois qu'ils ne sont pas dans la moralité aussi. Ils ne sont pas dans la moralité. Beaucoup de gens, justement, on ne prévoit jamais rien avec les hommes. On ne prévoit rien avec l'être humain. L'être humain est versatile. Il est divers et ondoyant. Et c'est pour ça que, justement, il y a des mesures qui sont prises pour encadrer les dérapages que pourraient avoir les uns et les autres. Oui, donc la loi est là, forcément, donc pour protéger les hommes et les femmes qui contactent ces unions-là. Oui, mais sauf que ce que nous héritons, c'est que comment contourner la loi. Nous, dans le mariage traditionnel, on ne contourne pas la loi. Je regrette ce qui était arrivé à ces femmes-là qu'on avait chassées. Et justement, c'est parce qu'elles se sont mariées, comme l'histoire que nous racontons dans... Vos parents vous disent non, attendez, vous dites, mais j'ai aimé mon gars, je vais partir. C'est pas comme ça. Même lorsque la famille vous accompagne et que vous vous limitez seulement au volet traditionnel, lorsque survient un problème, je crois que la famille ne va pas vous protéger. Justement, quand vous dites vous limitez, ça veut dire quoi? Le mariage, ce n'est pas vous deux. C'est la famille de la femme qui vous fait l'acte de mariage, même sur le plan civil. C'est elle qui donne, c'est elle qui appelle le maire. En réalité, c'est après que vous irez faire vos tours de religion ou ce que vous voulez. C'est précisément parce que vous ne voulez pas aujourd'hui, quand je dis vous, je parle de vous moderne, là, ça a évolué alors que ça a régressé. Vous, quand vous venez prendre la fille, il faudrait qu'elle vous donne, la famille vous donne sa fille en toute entièreté. Et c'est ce qui fait qu'un an après, si la fille n'accouche pas, la famille se plaint. Qu'est-ce qui arrive? On lui a fait, elle est-elle victime de sorcellerie? Elle est-elle, lorsqu'elle n'accouche pas, elle se sent, j'allais dire, amoindrie. Comment nous ne pouvons pas, comment je vais dire, perpétuer la race là où notre gendre est? C'est donc vous aujourd'hui, quand vous venez doter, Charles Hamel a bien fait d'énumérer les étapes. Suivez ces étapes, écoutez le père de famille. Quand il vous donne, il va même appeler le maire, il vous donne. Quand vous voulez faire l'acte, il vous donne. Maintenant, ne venez pas, je vous le dis, c'est un conseil. Vous prenez un ami en route, vous dites, j'ai allons doter ma femme. Moi, je ne vous accepte même pas. Je vais vous dire ma qualité de mbombo. D'accord, vous êtes venu voir le mbombo. C'est ma nourriture, papa. Allez, le jour où vous viendrez, vous serez avec. Après, vous allez dire, non, le mbombo, on a été un escroc. On était allé vous doter sa fille. Il a pris notre vin. Il a pris... Non. Donc, il faut nécessairement associer les gens de la famille. Voilà, absolument. Ce n'est pas vous qui venez prendre ma fille, qui venez parler de vous. Vous êtes qui? Voilà, on va sortir avec vous, Charles Hamel. Bon, et puis s'il y a un ou deux messages sur le sujet. Oui. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que c'est les occidentalisés qui ont tué le mariage. Je vous ai dit la dernière fois ici qu'il y a des familles où vous ne pouvez pas doter. La famille même ne peut pas vous accompagner si vous n'avez pas pris un carré de terre, un lopin de terre et commencer à construire pour vous sécuriser votre femme. Je vous le dis sincèrement. Il y a des familles où vous ne pouvez pas prendre une fille si vous ne travaillez pas. Si vous n'avez pas. Chaque famille a ses principes et ses règles. Que fait-on des gens qui n'ont pas de famille? Parce qu'il existe des gens qui... J'en viens, Sam Sévérin. Non, on dit toujours que non, un être humain ne tombe pas comme la pluie. Je vous assure, aujourd'hui, il y a les mariages par procuration. L'homme en France, il envoie ses amis aller doter. On met la photo le jour de la dot, on dit le voici, on met la tenue sur un siège, on dit que c'est le gars qui vient doter. Et on réussit à faire ce genre de dot. Vous pensez que c'est pour aller où? Il y a un dernier point que j'ai omis expressément de vous parler, Sam Sévérin. Le point focal, celui sur lequel repose l'acceptation complète du chef de famille. Lorsqu'il prend la femme, pardonnez-moi Mégui de vous toucher, il la remet à la famille en disant, voici votre épouse, voici votre femme.
Sam Sévérin, c'est à ce moment qu'il faut être regardant sur la façon avec laquelle l'autre famille, sa nouvelle famille l'accueille. C'est un rituel selon la culture de la région de l'Ouest. Suivant toutes les cultures. Selon la culture africaine. Suivant toutes les cultures. africaine. Toute la culture africaine. C'est ça. Parce que le lendemain, chez les Douala, on porte le sac, les affaires de la femme qu'on amène. La façon avec laquelle on accueille la famille, c'est là le nœud du mariage. Une fille qui est mal reçue la nuit de la dot Sam Sévérin, qu'elle ne sorte même pas de cette maison. C'est même ça la bénédiction nuptiale. Qu'elle ne sorte même pas de cette famille. Oui, c'est ça, Sam Sévérin. Vous avez voir des familles où on dit voici votre épouse, c'est ça le gars qui prend la fille, il cause avec la fille, les sœurs sont dans leur coin, elles sont assises. Préparez-vous, ce mariage n'est pas loin. Donc c'est pour dire que les gens n'ont pas étudié. Les gens ne rentrent pas, comme le disait Bombok, dans l'ensemble des rituels. On s'arrête en route et on dit qu'on a fait ci, on a fait ça. Très bien, on considère donc que sur l'histoire de tendance, fondamentalement, les deux conjoints sont passés un peu à côté des obligations de l'observance qu'il y a à respecter les principes sacrés fondamentaux de la culture africaine, à savoir bien s'engouffrer dans les démarches traditionnelles avec l'implication presque totale, j'allais dire quasi totale, des familles, même lorsque vous n'en avez pas essayé de trouver quelqu'un autour de vous. Alors, est-ce que, Megui, on a des réactions? Tout à fait. Donc, on a Belmondo de Bepanda qui nous dit « Je ne trouve pas qu'il y a eu dot, car les formalités de la dot n'ont pas été remplies. Nous avons modernisé au point de banaliser les choses essentielles. » Alors, moi, je pose encore la question, est-ce que ces formalités sont écrites dans une loi fut-elle traditionnelle quand même, qui s'appliquerait, qui serait imposable à toutes les cultures, dans un Cameroun qui est multiculturel? Comment vous pouvez dire que l'Afrique qui a dominé le monde pendant 50 siècles n'a rien écrit? Et comment se fait-il que chez les Komos du Mali, les Bamileke du Cameroun, les Bassa ici et les Bété là-bas, c'est sensiblement la même chose, si ce n'était pas écrit? Je vous dis, c'est écrit. Sensiblement, mais il me semble qu'il y a des différences fondamentales. Les différences sont arrivées au moment où l'Église est arrivée. C'est-à-dire que la culture musulmane, par exemple en Afrique de l'Ouest, c'est en l'an 1060. On peut vous donner cette évolution. Et ici, chez nous, lorsque les chrétiens arrivent, vous trouvez avec 3 femmes, vous dites prenez une seule. Vous venez vous évangéliser avec, on laisse les autres. C'est en réalité là où ces disparités sont. Autre message? Voilà, donc bonjour à vous, Joël Vladimir qui réagit. Donc, il dit par rapport à la question du jour, la dot n'est pas un acte qui impose la contribution du mariage, c'est juste un acte, un symbole qui unit deux familles. Mais cela ne veut pas dire que la belle famille du mari doit se contenter seulement des biens matériels, y compris demander des villas, des duplex. C'est juste un symbole, comme je l'ai dit, pour solliciter la main de sa bien-aimée, la bien-aimée de l'homme, et en respectant les traditions. Absolument. Ça veut dire que vous pouvez, il y en a même, j'en ai vu un il y a 2 semaines, il a même fait le budget de tout ce qu'on lui a donné, ça a coûté 3 millions, on dit, mais je venais alors prendre les 3 millions, on lui a dit, mais non, on peut vous prendre ça et venir avec un seul casier de bière, ou un tel truc, on vous donne la femme, on vous dit, la dot ne finit pas. C'est une formule aussi, hein, parce oui, qu'on la dot ne finit pas. On vous dit, comme Charles Hamel nous a raconté l'histoire où on compte au cas par cas. Oui, ça existe aussi. Voilà, ça existe aussi, mais le premier, c'est ça, c'est ce que disait le téléspectateur. C'est symbolique. Maintenant, la situation est mauvaise. Est-ce que vous avez quand même, vous avez mettre votre fille, ou quand vous êtes en location, vous dites non, j'ai un terrain, votre belle famille peut même vous aider à construire. Bon, ok, alors, très bien, il faut le souhaiter. Vous oui, absolument, ça existe aussi. D'angélisme, parlant de cela. Non, c'est qu'on comprend Charles Hamel, l'environnement. vous voulez conclure? Je voulais conclure en disant, l'une des premières modifications, la dot ne se faisait jamais en journée. Voilà, c'était la jamais en journée. Tout à fait. Elle commençait la nuit, elle s'achevait à l'aurore au petit matin. C'est à ce moment que vous sortiez avec votre femme. À quelle époque? Mais moi, je continue à le faire maintenant. Jusqu'à ceux qui prennent les traditionnalistes. Aujourd'hui, on fait la dot en 2 heures. Vous vous asseyez en 1 heure. Moi, nous sommes en 2017, cette année. Chez les Sawa, c'est en journée. Vous ne pouvez pas. Chez les Sawa, c'est en journée. C'est pour ça que je parle de vous devez respecter. Chez les Sawa, c'est en journée. Vous devez. C'est une modification, Megui. On parle d'une modification. Vous voyez ce qui se fait aujourd'hui. On parle de ce qui se faisait bien avant. Et en quoi est-ce que ça altère? Ça modifie parce qu'on
On a 12 heures. C'est le temps de la colère, mais en quoi est-ce que ça altère la qualité de la dot chez ceux qui Je le n'ai font même pas en fini, journée? mais Guy a coupé. Je n'ai pas coupé, c'est lui qui vous a Oui, coupé. Oui, mais Guy, terminez puisqu'on va passer à la suite. Je disais que ça se fasse dans la nuit ou en journée. En quoi est-ce que ça altère? Justement, ça nous rejoint quand on dit que chaque tribu a ses spécificités et qu'on devrait pouvoir respecter. C'est pas parce que vous le faites la nuit. C'est le moderne. C'est pas que, non, pourquoi c'est le moderne? C'est la Vous tradition. comprenez les choses Non, d'aujourd'hui. c'est la tradition. Moi, chez moi, la dot se fait dans la nuit. Mais en aucun cas, je ne rejetterai la dot qui se fait en dis, journée chez elle les se Sawa. fait C'est leur en On tradition. veut simplement te dire, on ne rejette pas ce que vous dites. Pourquoi vous mais dites Guy, que c'est modernisé? Parce que ça se fait en journée. Mais oui, parce que les Sawa le faisaient, nous avons les femmes Sawa. Ils ont modernisé en disant ces jours, comme aujourd'hui les Sawa enterrent le vendredi. Merci Guillaume. Mais attends. On va poursuivre ce programme avec tout de suite et maintenant la colère de Charles Ahmed. Je m'interroge ce jour sur la question de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement dans nos hôpitaux. Oui, il faut prendre la peine de s'interroger un tant que soit peu. Qui fait quoi, quand, comment, où et pourquoi? Où va l'ensemble du budget censé gérer le volet hygiène, sécurité, environnement dans nos formations sanitaires? Qui s'occupe du tri et traitement des déchets médicaux dans nos hôpitaux et comment? Et d'ailleurs, qui en supervise les actions? Savez-vous que la situation liée à la gestion des déchets médicaux est critique, voire très critique dans nos formations sanitaires? Ne soyez donc pas surpris en passant près d'une formation sanitaire d'apercevoir un malade mental jouer avec une seringue ou un cathéter. Qui s'occupe des rangements, mieux du classement des vieux matériels dans nos hôpitaux? Quelle est la personne censée constater l'obsolescence des matériels médicaux, mieux de s'assurer de la fiabilité des appareils médicaux ou alors des médicaments ou la qualité des médicaments lors de l'approvisionnement? Je m'interroge. Savez-vous que dans la plupart de nos hôpitaux du Cameroun, c'est au bon soin de chacun d'acheter pour certains son matériel de travail? Mieux encore, savez-vous qu'on s'occupe plus de la façade que des matériels de pointe? À quoi nous servent les fameux services d'hygiène hospitaliers? Mieux encore, l'ensemble des techniciens de surface recrutés sur le tas et soi-disant formés par des hygiénistes. Quand savoir qu'un matériel est obsolète et mériterait d'être rapidement jeté dans les musées des hôpitaux? Faites un tour dans les services de laboratoire. Vous allez comprendre de quoi je parle, mon Dieu. Qui s'occupe de la stérilisation des instruments chirurgicaux et d'hospitalisation? Qui s'occupe du nettoyage et de la désinfection des salles de Géraldine et hospitalisation? Quel est le plan d'évacuation mis en place dans nos hôpitaux et quelle est la personne censée assurer la réalisation? Qui s'occupe de la maintenance des laboratoires et qui en évalue la qualité? Est-ce qu'il existe un comité d'hygiène sécurité au sein de nos formations sanitaires? Si oui, par qui? Comment comprendre qu'à l'hôpital à Quintini comme à l'hôpital général, les extincteurs ne soient véritablement pas visibles lorsqu'on se balade dans les couloirs? Où sont-ils cachés? Point d'interrogation. Comment comprendre que la simple notion d'hygiène des mains ne soit pas une obligation pour tous, créant de fait des maladies nosocomiales? Comment comprendre qu'on utilise encore des produits de bas étage pour assurer le nettoyage dans nos formations sanitaires? L'eau, le savon ou le Pax, c'est tout, avec la serpillière pour nettoyer. Pourtant, on a besoin d'un peu plus que ça. Comment comprendre que le personnel médical ne soit pas formé à l'utilisation des extincteurs, mieux ne maîtrise pas les règles de sécurité des sites? Comment comprendre qu'il n'existe pas de poubelles avec code de couleur devant permettre la sélection des déchets dans nos formations sanitaires? Comment comprendre que dans nos formations sanitaires, c'est lorsque le groupe ne fonctionne pas que l'on cherche le numéro du dépanneur? Voilà, je vais commencer par l'image de tout à l'heure qui présentait un tas d'ordures aux abords d'un établissement hospitalier de la place. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas forcément fondamentalement du rôle de cet hôpital parce qu'il y a une entreprise chargée du ramassage et du traitement d'ordures, même si également on peut regretter le fait que aux abords d'un hôpital, on ait pu choisir d'ériger une poubelle. Alors, tendance, on commence par vous. Il y a le cas de l'hôpital général de Douala quand même, qui
à l'extérieur, présente un visage assez reluisant. C'est quand même assez propre, mais lorsque vous rentrez en interne, beaucoup plus dans les chambres, on commence à avoir des choses qui ne sont pas agréables du tout à regarder. Alors, cette hygiène et salubrité dans les hôpitaux publics de Douala, qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque vous y faites un tour? Tu vois, je vais te dire quoi, Sam? Pour le cas de l'hôpital général, quand tu arrives à l'entrée, c'est comme Petit Paris. C'est comme les hôpitaux de Meng. Mais c'est quand tu entres aux urgences, parfois aux urgences, là, que tu vois comment les murs, donc, comment les chambres ne sont même pas très propres. De deux, dans nos hôpitaux privés, quand tu arrives parfois, quand on va opérer ton malade, souvent on te dit que madame, apprêtez l'essence qu'on va mettre, le carburant qu'on va mettre dans le groupe. Ça s'explique comment que vous restez dans les hôpitaux avec le groupe où il n'y a pas l'essence. Point d'interrogation. Ça, c'est le truc qu'on ne va même pas blaguer avec. Tu peux mettre un malade sur la table comme ça, on coupe la lumière. Et dans les 10 minutes, on doit opérer votre malade. S'il n'y a pas le carburant dans le groupe, ça pose un problème. Ça, c'est le truc qu'on doit veiller sur ça, minute by minute, parce que notre santé en dépend. Moi, tout mon français que vous voulez parler en 2018, que vous me faites finir en 2017. Mais dis donc, de qui se moque-t-on? Après, vous allez dire que le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui va vous demander d'acheter le carburant, c'est l'essence. Je mélange tout. D'acheter le carburant, vous mettez dans le groupe, non? On doit veiller sur ça. Parce que quand c'est désagréable quand tu arrives quelque part où on doit travailler sur toi, il n'y a aucun matériel. Ça fait mal. Oui. En plus, même les hôpitaux qui ont le nom. Si c'était même un centre de santé, on pouvait dire que non. Certaines personnes travaillent n'importe comment. Mais dans les hôpitaux du Ngom Nang, nous, juste dans mon pays, le Cameroun, n'exagérons pas. Précisément, vous faites bien de le dire tendance parce que, Megui, on a le sentiment qu'il est en véritable contraste aujourd'hui. C'est plutôt en clientèle privée, dans les cliniques privées que l'on peut observer une relative, j'allais dire, belle présentation sur le plan de l'hygiène et de la salubrité. Comment comprendre le laisser-aller aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux publics en matière d'hygiène? Les hôpitaux publics sont à l'image de presque tous les services publics. Il n'y a qu'à regarder les locaux qui abritent les services publics dans beaucoup de en état de vétusté, de délabrement. Voilà, bon, j'espère qu'on ne va pas accuser Charles Hamel d'avoir choisi délibérément cette image. Voilà. Parce que, on a montré il y a quelques années, ici, quelques mois, pardon, ici les locaux de la CIC, la société immobilière. Voilà, du Cameroun. Oui. Voilà, on a montré. La direction, je crois, régionale à Bonaprison. À Bonaprison, on a vu dans quel état est-ce que ces locaux se trouvaient. On a la maison du parti à Bonanjan. Je ne sais pas, peut-être qu'on reviendra avec ces images-là dans les jours qui suivent. On voit très bien comment est-ce que c'est entretenu. Ça, c'est vraiment c'est le prototype même des services publics, les locaux qui abritent les services publics de notre État. Donc, c'est pas étonnant qu'effectivement dans pourquoi cet abandon, pourquoi c'est laxisme dans le service public aujourd'hui? Parce que les gens se disent, bon, ils ont le matricule, ils ont leur salaire qui est garanti, donc forcément on s'en fout. Tout à fait, donc les gens sont convaincus de ce qu'ils ont le matricule, de ce que personne ne peut les enlever de là où ils se trouvent. Et ça a un impact justement sur la qualité même des services qu'ils proposent. Comment est-ce que les choses sont faites? On se rend compte que c'est toujours, je sais pas, un désordre qu'on peut y observer. Depuis la réception même des personnes qui nécessitent un service, et vous voyez comment les gens sont reçus. Vous arrivez quelque part devant un guichet, c'est la dame qui est au téléphone, elle ne se préoccupe pas trop de vous, vous lui parlez, elle vous répond sur un ton acariâtre et tout. Dans les services publics, privés, c'est autre chose parce que là, c'est le business généralement d'une personne et qui ne va pas rigoler avec ça parce que si vous recevez mal à ses clients, les clients iront ailleurs. Donc là, justement, et c'est l'État qui doit prendre ce problème à bras le corps pour essayer de sanctionner. Il faut sanctionner les personnes qui sont... Mais quand on dit l'État, je préfère que pour le cas des hôpitaux, on puisse indexer les personnes qui peuvent... Les directeurs d'hôpitaux, c'est-à-dire que quand vous êtes médecin désigné, nommé directeur général d'un hôpital comme l'Ogbaba ou bien Cité des Palmiers, vous devez veiller à ce que tous vos personnels puissent être à la hauteur de la tâche. Je suis tout à fait d'accord. Et le directeur de l'hôpital représente en quelque sorte l'autorité même de l'État au sein de sa formation sanitaire. C'est lui qui doit pouvoir implémenter une politique justement dans sa formation sanitaire. Donc c'est lui-même. Alors, si lui-même déjà ne peut pas prendre des mesures coercitives, qui va le faire? Qui va le faire? Donc vraiment... Moi, j'ai tendance à évoquer
je crois, l'hôpital, sans publicité aucune, à l'hôpital général. Moi, je vais le dire. Là-bas, c'est comme Petit Paris dehors. Je ne vais pas jeter de fleurs quand même, mais c'est quand même encore, c'est encore l'une des formations. Vu de l'extérieur aussi. Non, même de l'intérieur, pour y avoir été interné des dizaines de fois, que ce soit pour un accouchement ou pour autre, je dis, vu même de l'intérieur, c'est encore une formation sanitaire où quand même il y a certaines règles d'hygiène qui sont respectées. Vous n'allez pas voir une chambre qui est sale, une chambre d'hospitalisation, parce que le ménage y est fait tous les jours dans les toilettes et dans la chambre. Ça, franchement, il faut pas tirer juste pour tirer. Voilà. Bon, alors, Bombo Mbengan, il y a des services comme la morgue, par exemple, ou encore les laboratoires où on devrait s'assurer que les choses ne sont pas insalubres du tout. Quel est le regard que vous y jetez? D'abord, vous avez parlé de laxisme, c'est de ça qu'il s'agit, Sam. Lorsque, à un moment donné, l'État a dit qu'il faisait disparaître dans son dictionnaire les dispensaires, on les a transférés en centre de santé intégré. On a mis en place ce qu'on appelle le surveillant général. Donc, c'est le surveillant général qui a la charge de veiller de propreté, à ces choses de sécurité, de tout ce qui se passe. Et les déchets à l'hôpital se déclinent en 2 ou 3 groupes. Mais le plus grand groupe, c'est les incinérations. Donc, les déchets, comme on dit hospitaliers, ne sont pas manipulables par n'importe qui. Ça vient des laboratoires, ça vient des services, de tous les services, de la néonatologie jusqu'à cancérologie et tout, dans les services où en ont. Et c'est le surveillant général qui veille à ce que leur unité d'incinération fonctionne bien et veille à ce que le major de tel service a vraiment vu avec ses collègues infirmiers. Donc le surveillant général n'est même pas un personnel de santé en tant que tel. Donc non, pas nécessairement, n'est pas nécessairement un personnel de santé. Donc il veille à l'ordre, à la discipline et la propreté. Et vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, on ne doit pas laisser le bac à ordures à côté d'un hôpital. Donc les déchets hospitaliers sont contenus. C'est ça, c'est ce laxisme dont vous dénoncez, que je partage votre point de vue là-dessus, qui fait que vous entrez, vous passez nuit dans un hôpital comme garde-malade, vous allez rentrer avec le palu, parce que les moustiques qui vont vous piquer, Sam, et vous allez tomber. Non, les surveillants généraux ne font pas le travail, mais comme vous avez dit également, sous la coordination du directeur de cet hôpital-là, parce qu'ils ont même dans leur organigramme, ils ont au moins une réunion de direction par semaine pour veiller à ça, à l'accueil, surtout au traitement des ordures. À partir de la mort, parce qu'il y a même eu un phénomène ici où on volait les corps, on manipulait même les lots des cadavres. Donc, et les gens l'utilisaient pour certaines pratiques. C'est le surveillant général qui doit veiller à cela. Et maintenant, quand ça les dépasse, le surveillant général ou le directeur, ils ont ce qu'ils appellent le comité exécutif, le comité de gestion. C'est là où le maire de la localité siège également. Donc, en fait, il y a toute une organisation, si on s'en tient au déploiement administratif, il y a toute une organisation qui est mise en place pour que nos hôpitaux justement, depuis que ce volet de la décentralisation est implémenté avec l'implication des mairies, Charles Hamel, est-ce qu'on a quand même pu assister à une forme d'amélioration? Ça me sévère. Moi, je suis surpris de ce que Bombok dit. Ça, c'est l'époque de Mathusalem. Non, c'est ça qui est dans le texte maintenant. Nous sommes à l'époque des ingénieurs qualité, hygiène, sécurité, environnement. D'où vient-il qu'on parle de hygiène, sécurité, environnement tous les jours à la radio et que dans les formations hospitalières, cela ne soit pas intégré? Que ce soit des individus qu'on recrute au quartier pour venir jouer les brancardiers. C'est toute une formation. C'est toute une formation dans le corps médical personnel. Lui dit brancardier, c'est toute une formation. Ça me sévère. Je ne vous parle pas d'une affaire de 3 mois. C'est toute une formation. Le brancardier, c'est une personne qui devait être respectée dans le B.A.B.A. Elle fait un tour dans nos hôpitaux, vous allez voir les brancardiers qui n'ont même pas de blouse. D'ailleurs, on ne reconnaît même pas quelle est la blouse d'un laboratoire. La blouse d'un infirmier, du major ou même du médecin. Tous mettent le blanc quand ça les arrange. Et finalement, on se retrouve à appeler tout le monde donc parce qu'on ne connaît pas qui est qui dans un hôpital. Mais parfois le bleu, alors c'est qui? Je ne sais même pas ça. Moi-même qui vous dis, je me perds parce que parfois vous arrivez, vous trouvez le vert. Vous trouvez le vert à la maternité, vous trouvez le vert à la morgue.
Vous ne savez plus si c'est le verre de la maternité ou c'est le verre de la mort. C'est les sages femmes telles qui ont exigé que personne d'autre ne doit porter le rose. On voit ici à Daido, on voit ici à Daido la manque de Daido. Les croque-moi le verre. Donc parfois tu arrives, tu as l'impression que c'est un homme qui fait la sage femme. On se perd, ça me là. C'est quelqu'un, c'est le responsable de l'hygiène, sécurité, environnement qui veille à cela. La qualité de peinture, de la peinture là, du revêtement mural, c'est comment quand vous rentrez vous-même, ça me là. Posez-vous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions, ça me là. Il n'existe pas de poubelles de couleur. En Europe, partout, il y a les poubelles de couleur. C'est le responsable de l'hygiène qui s'occupe de ça. Monsieur, la couleur verte, c'est pour les solides. Les seringues, les cathéters, c'est ceci, c'est là où on verse. La couleur rouge, c'est celle où pour les amputés, pour les placentas, pour les ceci qu'on verse. Mais il n'y a pas ça. J'ai fait le tour. Il n'y a pas ça. Quand même, il y a des petits efforts. Le il n'y a pas ça. Non, Sam Sévérin, nous avons besoin qu'il y ait des efforts. Ouais. Des efforts encore sur l'humain. Il faut qu'il se fasse, qu'il fasse ces efforts. J'allais poser une autre question, Sam Sévérin. Alors, où va donc l'argent qui est censé assurer? Ceux qui ont l'Internet à domicile sur les téléphones, frappez le cas de Monique Kouma-Tekel. Vous allez voir avec quoi on nettoyait le sang. Vous avez vu les accidentés? Alors, c'est vu de l'urgence. Le gars vient avec un seau, Sangha. Il tient le seau. Il a un bâton qu'il sert de ses pieds. Ça avait l'eau. Mais monsieur, je ne vois ni l'eau de Javel. C'est fini. On a dit qu'on n'a pas encore, ce n'est pas encore disponible. Voilà comment on nettoie. Avec tout ce que cela comporte comme vecteur. Ça veut dire que en termes de transmission, lui-même, il est exposé. Lui-même est exposé, Sam Sévérin. C'est parce que nous n'avons pas de responsables dans nos hôpitaux. Non. C'est le directeur seul qui gère ça. Mais le bombo, ou le budget, comme vous voulez, est géré par où? Ça va où, ce budget? Qui s'occupe du matériel? Entrez dans un... Je vous ai fait voir le laboratoire. Voir le laboratoire filmé en caméra cachée. Regardez l'état du laboratoire. Le laboratoire est comme la cuisine à la maison. Elle devra être propre, entretenue, carreaux nettoyés, javelisés, tout. Même dans les hôpitaux militaires, les garnisons militaires, c'est le même cas de figure. Je ne sais pas si Megui y a fait un tour également. Dans les garnisons militaires, comme Douala, Yaoundé, on peut espérer qu'il y a une nette différence là-bas. Alors, puisque ça relève quand même de l'administration militaire. Un bon Bengal, si tu as plus d'informations. Oui, il y a une petite amélioration là-bas. Il y a une petite amélioration là-bas par rapport à ce qui se passe sur le public. Là, il faut le dire. Il faut tirer un coup de chapeau aux militaires. Aux militaires, voilà, c'est ça. La discipline et la rigueur militaire, c'est ça. Mais moi, l'hôpital régional de Bafoussam, c'est le terminator. Qu'elle parle, on va dire qu'elle parle trop. J'ai seulement dit que l'hôpital régional de Bafoussam, c'est le terminator tout court. Je ne continue plus. J'ai seulement dit ça. C'est-à-dire que le degré, le niveau d'insalubrité là-bas est... C'est quoi qui est en train de dire ça? J'ai seulement dit que l'hôpital régional de Bafoussam, c'est le terminateur. Non, tout à Bafoussam est renversé. De toutes les façons, on sait que là-bas, vraiment, je pense que les autorités responsables à divers niveaux de la... Il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont formés dans le domaine de l'hygiène, la sécurité, environnement, surtout dans le domaine pour les formations hospitalières, parce que c'est réparti. On a dans les chantiers, pour la construction, les entreprises de construction, mais dans les formations hospitalières, vraiment, il faudrait qu'on mette des véritables spécialistes pour évaluer. Mbombo parlait des moustiques. Mais qui va évaluer sur le surveillant? Le surveillant passe combien de fois? Parfois, vous arrivez même, quand le médecin arrive avec son papier pour évaluer, il est tellement piqué par les moustiques qu'il sort, il abandonne, il sort, il laisse le soin. Parce que c'est invivable. C'est le surveillant général qui doit veiller à pulvériser. Non, il n'est pas spécialiste. Même si on veut le faire, toi, il n'est pas spécialiste. On peut le prendre. Regardez les salles d'hospitalisation. Regardez les lits d'hospitalisation. Qui évalue l'obsolescence des matériels? Qui évalue l'obsolescence? Regardez comment les lits sont déchirés. Parfois, vous avez honte. Les gens viennent avec les matériels de leur domicile pour hospitaliser leur mort. Et pourtant, le Cameroun regorge de bien d'hôpitaux publics d'assez bonne qualité qui, à l'époque, présentaient un très beau visage. On a en souvenir l'hôpital central de Yaoundé, par exemple. Vous avez l'hôpital régional de Bolova. Oui, c'est quelque chose qui avait été très bien construit à l'époque, mais vu
la vétusté et le mauvais état dans lequel il se retrouve aujourd'hui, cet hôpital-là. On a envie de regretter tout cela. Mais Tout à fait. Je voudrais dire que je reste convaincu de ce que les personnes qui officient dans les services publics ne sont pas forcément mauvaises parce qu'elles ne sont pas différentes des autres Camerounais qui officient dans des services privés. Alors je m'explique. Mais on insiste pour les hôpitaux parce que c'est un service bien spécifique. Justement parce que si vous le remarquez bien, on se plaint tout autant je sais pas, du système, en fait, de ce qui se passe dans les formations sanitaires publiques. On se plaint de ce qui se passe dans les formations éducatives du public. Si vous faites donc le rapprochement, vous allez vous rendre compte que, mais justement, ces personnes qui officient dans le public, je ne veux pas les dédouaner parce que, effectivement, quand vous voulez remplir une fonction, notamment pour les médecins et tout, il y a le serment d'Hippocrate, voilà, que vous prononcez. Mais comment sont traités ces personnels? Il faut le dire aussi, parce qu'il y en a qui sont découragés. Il est difficile quand même de pouvoir remplir ces fonctions quand les conditions de vie qui vous sont allouées ne vous mettent pas dans une certaine quiétude. Voilà. Il faut le dire aussi. On a compris, on est arrivé à la fin. Vous étiez donc en train de vouloir leur trouver quelques circonstances atténuantes. C'est l'État, et il y a encore l'État qui est interpellé ici. Il faudrait que l'État mette les mesures en place pour que tout se passe bien, tant sur le plan du contrôle et même aussi de la prise en charge de ces personnes qui officient dans ces services. Très bien, merci beaucoup. Donc, le message est passé en direction de André Mamafouda, qui est le ministre de la Santé publique au Cameroun en matière de salubrité, d'hygiène et de respect de toute la norme qui a à appliquer à ce niveau-là. On est vraiment en dessous de la moyenne dans la plupart des hôpitaux publics au Cameroun. Aujourd'hui, le constat peut être fait et il nous a été loisible d'aborder cette question centrale dans la colère du jour, la colère de Charles Armel. Voici la pause avant la deuxième partie de ce programme. À l'instant, nous étions donc dans la catégorie des légendes de la chanson camerounaise. San Fantoma, qui est de la génération également, on va dire, de André-Marie Talla. On en profite pour avoir une pensée pour ces deux figures emblématiques de la chanson camerounaise. À l'époque, il était bien jeune dans cette chanson qui passait il y a quelques petites secondes. Rappelons qu'aujourd'hui, il est reconverti dans la gestion du droit d'auteur à la tête d'une société qui a malheureusement de la peine à bien décoller dans sa gestion. La Sonacam, récemment mise sur pied sous la houlette du ministère des Arts et de la Culture et qui n'a toujours pas à ce jour reçu son agrément. On va donc prendre la suite de ce programme avec quelques messages. Voilà, donc on a ce message qui nous dit, n'oubliez pas, bon, je ne vais pas citer les hôpitaux de peur de, oui, allez-y. De crier, voilà. Si réellement il y a eu d'autres à propos de l'histoire du jour, c'est que l'homme pouvait bien amener sa femme suivant la tradition, car le mariage civil n'est que l'initiation occidentale et beaucoup d'Africains sont victimes de cette occidentalisation et mondialisation. Et c'est pour cela que certaines familles africaines n'ont plus peur de la tradition, puisque la loi les couvre, parce que pour un bon traditionnaliste qui craint l'ancestralisme, il ne devrait même pas frustrer la femme qui a été traditionnellement mariée et civilement mariée. Pour moi, en tout cas, le mari n'est plus pour moi, au cas où le mari n'est plus et qu'il y ait des conflits entre la femme et sa belle famille, la loi devrait collaborer avec la tradition. Par Tani Merlin de Bonabéry. Très bien, la suite. Alors, à l'hôpital, dans un hôpital de la place, les toilettes sont à 10 mètres des pavillons. On fait payer aux malades une boîte de seringues, mais on utilise une seringue pour une journée par malade, quel que soit le nombre d'injections qu'il doit prendre. C'est grave, ça. La question des toilettes qui est essentielle, vraiment, dans ces hôpitaux-là, je crois que c'est l'un des goulots d'étranglement qui... Oui, absolument, oui. C'est eux les médecins, du moins le corps médical qui nous dit prévenir vaut mieux que guérir. Mais lorsque vous n'avez pas de bonnes toilettes, ça veut dire que vous êtes bien proche des maladies. Voilà, donc, Assisi Motapenda, depuis Yaoundé, la pratique de la dot d'une manière
la pratique de la dot d'une même manière n'est pas universelle, peu importe l'époque. Moi, je suis Bakossi et chez nous, la dot est symbolique. Avec moins de 100 000 francs, on dote une femme, car notre philosophie se base sur le fait que la dot ne finit jamais. J'ai également appris que chez les Bamoun, elle est tout aussi symbolique. On parle simplement d'une cola. En réalité, on ne demande pas beaucoup de choses. Partout, c'est symbolique. Voilà. Partout, c'est symbolique. Mais vous pouvez trouver des familles véreuses. Ça existe aussi. Des familles qui sont vraiment matérialistes. Comme dans la Ligue, par exemple. Voilà, et on le condamne. Chez les étonnes. Voilà, donc dans nos hôpitaux militaires, la propreté est de mise. Ces hôpitaux militaires veillent sur la qualité de service. Regardez seulement dans nos morgues hôpitaux militaires de Douala et Yaoundé, ils allient efficacité, rapidité et qualité. Nous confondons toujours entre les obligations de l'État et celles du gouvernement. La qualité du service public revient au gouvernement. Philémon Thierry. Très bien. C'est vrai qu'entre État et gouvernement, ce sont des notions qui sont contiguës. Hein, ça relève du droit public. Donc, il est très, très difficile d'établir la frontière. Hein, parce que quand on parle de l'État, les éléments constitutifs d'un État, en réalité, le gouvernement rentre là-dedans, puisque c'est le bras séculier de l'État, le gouvernement. C'est même ça, en sciences politiques. Le gouvernement est le bras armé de l'État. Voilà, c'est le gouvernement qui implante la politique définie par l'État. Donc, on ne se perd pas quand on indexe l'État. Voilà, en parlant du gouvernement. Franklin Défaut, la famille de l'épouse a tort de confisquer la femme de mon frère. La dot est la partie sacrée du mariage et le reste est inutile puisqu'il y a de l'amour entre ces deux personnes. Donc, il faut que la famille laisse la femme de mon frère, s'il vous plaît. Déjà que quand le gars s'engage à payer la dot, ce sont des signes de l'amour et de la confiance. Très bien. Vous allez garder la parole, madame, pour la suite de ce programme. C'est les réseaux sociaux à présent. On va prendre les dernières grandes tendances, finalement, qui font le buzz en cette matière, telles que vous nous les avez concoctées. Voilà, merci Sam Sévérin. Donc, en premier, on va évoquer ici cette actualité, la résidence de Félix Agbor-Bala, Congo, incendiée donc à Manfé ce week-end, dans la nuit du samedi 28 au 29 octobre 2017. Des sources concordantes contactées à Manfé rapportent que des individus non identifiés sont arrivés à la résidence de ce dernier tard dans la nuit et ont versé du carburant sur le toit et les fenêtres avant d'allumer du feu. Agbor-Bala, il faut le rappeler, donc séjourne actuellement en Europe en tant que leader de la crise anglophone, reçu il y a quelques jours par des journalistes de la BBC. Il a déclaré donc son opposition au projet de la partition du Cameroun par des sécessionnistes. Et c'est ce qui lui aurait donc valu ces représailles, donc d'après les informations répercutées également par la presse écrite nationale. Agbor-Bala Félix Congo ferait donc les frais désormais, Charles-Amel Bachou, de cette prise de position qu'on peut juger modérée. Est-ce qu'on peut penser qu'il est dans le piège des sécessionnistes aujourd'hui, finalement, qui pensent que... Il pourrait être dans le piège de l'autre camp. Voilà. Donc, il est pris entre deux feux, finalement. Il est pris entre deux feux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas donné une position claire. Est-ce qu'il est dans le premier camp? Non, il est chez les modérés. Non, est-ce qu'il est dans le premier plan? Je lui ai posé la question personnellement, puisqu'on l'a reçu à la radio. Est-ce qu'il est dans le premier camp? Il est chez les modérés. Est-ce qu'il est dans le deuxième camp? C'est un nouveau camp, les modérés créés par lui, Sam Sévérin. Parce que aujourd'hui, il n'est nulle part. On avait dissous le consortium. Vous êtes d'accord avec moi? Juste après l'arrestation, tout ça a été dissous. Il joue dans quel camp? Parce que lui aussi, il ne faut pas qu'il se place. On ne sait pas s'il les serve ou s'il les mangue, les prunes ou les bananes. Il faut qu'il prenne une position. Il dit dans le camp des modérés. Les modérés, c'est les qui? D'un côté, il y a ceux qui veulent la décentralisation. D'un côté, il y a ceux qui veulent le fédéralisme. De l'autre, il y a ceux, les bannis, qui veulent la sécession, qui sont de l'autre côté, qui veulent la sécession. Il doit choisir. Parce que là, il a peur. Il a justement peur d'être indexé. Quelle est la réaction aujourd'hui? On ne saura pas. Est-ce que c'est les modérés qui le vomissent? Est-ce que c'est ceux qui veulent la décentralisation qui le vomissent? Il faut savoir, il faut se poser la question. Parce que tout porte à croire. C'est vrai, c'est un acte criminel. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. L'action de brûler, d'incendier son domicile comme la maison de Kumbo, l'école de Kumbo qu'on a aussi incendié, nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que si ça émane des sécessionnistes, ces gens-là sont vraiment dangereux. Si vous avez dit, si cela émane, vraiment...
Quel que soit le lieu où ça provient, c'est à condamner. Est-ce qu'il veut prendre position? Oui, qu'il prenne position, mais qu'il ait un camp précis. C'est ça le problème. Il doit choisir le camp. Les modérés, vraiment, on apprend. Très bien. Alors, est-ce que vous partagez l'opinion de Charlemagne Bombok également sur ce qui arrive aujourd'hui à Félix Kongo Agbor-Bala, finalement? Bien sûr que non. Agbor-Bala, il a donné son camp, son orientation depuis 1 an au moins. Il a dit qu'il est pour la fédération de 2 États. Il a même été plus clair que certains politiques, par exemple le SDF. Je pense qu'il n'y a que M. Agbor-Bala et je pense le Manidem, parce que le Manidem a dit qu'il est pour la fédération à 4 États au Cameroun. Et lui, il a dit à 2 États. Donc, on revienne à la fédération de 1961. Il le dit depuis au moins 1 an. Et c'est même pour cette raison qu'on disait qu'on l'avait arrêté pour rien. Parce que lui, au moins, il avait donné son point de vue. Et il a réitéré ce point de vue lors de cette interview accordée à la BBC. Est-ce que c'est ça qui a, j'allais dire, si c'est les sécessionnistes qui ont incendié sa maison, ça pourrait être cela la cause. Mais si c'est le pouvoir, je n'en sais rien. Donc, on surfe là, on ne sait pas qui a mis l'incendie, puisque les enquêtes nous diront. Mais au moins, sa position est claire. Il est pour une fédération à 2 États, anglophone et francophone. Maintenant, Sam, la chose est très simple. C'est l'État, on leur disait ici, je parle des forces de sécurité, on leur disait, nos frères anglophones, hommes comme femmes, ils sont pris au piège. Si on les laisse dans cet engrenage-là, vous verrez les députés, sénateurs, RDPC, SDF, être pris en otage par ce groupuscule-là. Par ce groupuscule, il faut qu'on les protège. Et lui, à Bombala, il nous servait de trait d'union entre les deux. Entre ceux qui étaient sécessionnistes et ceux d'ici. La preuve maintenant, il fallait peut-être qu'on le laisse sans abri pour que l'État se rende compte que, même quand on l'a libéré, Issa Tiroma dit, on vous a libéré, mais on peut même vous arrêter à tout moment. Voilà les situations qu'on se pose. On pourrait donc se retrouver demain dans une situation de chaos où on a un groupuscule de sécessionnistes dont on ne sait même pas où on pourra les repérer. Aujourd'hui, donc, ceux qui parlent au nom des revendicateurs ou des protestataires anglophones, on n'a donc plus de visage du tout. Alors, tendance, voici un leader arrêté, jeté en prison, libéré, et dès qu'il prend de nouvelles positions, sa maison est incendiée. Félix Agbor-Bala. Mais les gens ont le gros cœur, Sam. Jusqu'à vous brûler pour une maison comme ça. Vous avez pensé s'il y avait les enfants dans cette maison? Une résidence. Vous avez pensé à son épouse, pensez aux enfants. En plus, même pour construire la maison aujourd'hui, Sam, le sable de ciment coûte cher. Le sable, même, ce n'est pas un bonjour. Quand vous venez détruire là, pour construire d'abord, il faut combien? Non, soyez humain. Il faut avoir la crainte de Dieu qu'on veut quand même faire quelque chose. Quand même. Il faut que je sois toujours en train de parler au Cameroun comme si je parlais chez les étrangers. Respectez-vous. Construire Dieu et Sam. On parle, on rit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Je sais de quoi je parle. C'est quand tu vas arriver à la quincaillerie qu'on va dire, madame, le sac de ciment coûte comme ça. Madame, pour acheter les feuilles, il faut ceci. Madame, vous brûlez comme ça que pour construire ça, on va encore prendre. Vraiment, les mots me dépassent. Je suis dépassé. Alors, Megui, sur le cas de Félix Agbor-Bala, on se rappelle qu'il avait été très, très prolixe depuis la dernière décision également d'envoyer des leaders élites anglophones membres du gouvernement, parce qu'il était de ceux qui s'étaient offusqués de cette façon de faire de la part du gouvernement de Yaoundé. Et par la suite, beaucoup de participation, de contributions épistolaires de sa part, jusqu'à ce voyage qu'il a fait à Londres. Est-ce qu'on peut penser que c'est ça qui lui vaut aujourd'hui de tomber sous ce coup-là? Oui, on peut dire que ici on peut être confus quant à l'origine même de ces désagréments-là à l'encontre de Félix Agbor-Bala, parce que justement il s'est exprimé quant à la visite de ces élites-là dans le cadre de la crise anglophone. Donc le chef de l'État qui avait envoyé toute une délégation qu'on avait trouvé, il y avait tellement de monde justement, et il s'est insurgé parce qu'il a estimé que ce n'étaient pas forcément les bonnes personnes qui ont été envoyées pour cette rencontre-là. Et encore aussi, on a donc ce cas où il a dit de façon claire qu'il est contre la sécession. Donc peut-être les internautes justement s'interrogent sur l'origine. L'origine, parce que ça peut venir de toutes parts. De toutes parts justement. Donc lui, apparemment, il n'exclut pas une main criminelle justement derrière cet incendie-là, ce qui est même très probable. Ce qui est très probable. Donc on va dire qu'on attend juste si les enquêtes sont menées, même si je doute fort que la clarté soit faite, évidemment, sur cet incident-là. Mais
c'est assez regrettable quand même d'être dans cette situation. Voilà, on termine avec vous, oui. Alors, je vais vous dire, Sam Sévérin, que dans cette affaire, il n'y aura pas deux sauveurs. Personne ne va prendre la palme dans la résolution de cette affaire que le chef de l'État. Ça, je vous le dis de manière simple qu'elle soit. Parce que, essayez d'observer, Sam Sévérin, l'ensemble des actions, des discours tenus par Bombala depuis sa sortie. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons vu, dès la première, lorsqu'on a même constitué la liste des personnes qui devaient descendre, quelles étaient les positions qu'il a prises. C'est ce que j'ai rappelé. Alors, il rejetait totalement. Alors, c'est ça que je dis, c'est prise de position. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ce soit sa résidence qu'on brûle? Quel est le message qu'on veut passer? On peut dire tout pas, ça peut être même lui-même aussi, il faut le dire, en politique, tout est possible. Non, cher Lamel. Sam Sévérin, tout est possible en politique. Il n'était pas au pays. Ce n'est pas une question d'être au pays ou pas, ça peut être un justificatif, Sam Sévérin. Nous sommes là pour essayer de tirer. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en train de réfléchir. Les gens brûlent leurs entreprises. Les gens brûlent leurs entreprises pour avoir l'argent ou de l'assurance. C'est connu. Alors je dis, il faut soulever toutes les enquêtes en disant, de quel que soit la partie où cela aurait pu provenir, quel est l'enjeu dans une zone comme celle-là? Quel est l'enjeu recherché? Ok, tendance, vous voulez... Les gens brûlent leur société pour gagner quoi, Megui? C'est toi qui me Les assurances, au niveau de l'assurance. Non, l'homme impossible n'est pas l'homme noir. Vous êtes fort. Même aux États-Unis, ça se fait. Très bien, voilà la résidence privée de Félix Kongo-Arborbala, un des leaders anglophones qui a donc été incendié, avec cette petite image que nous avons, tout juste pour vous montrer un aperçu. On verra quelles suites seront réservées à cette affaire. La deuxième info. Donc la deuxième info concerne la santé au Cameroun. On note donc environ 6000 cas de décès maternels enregistrés chaque année au Cameroun. Et c'est l'un des points majeurs donc exposés par le ministre de la Santé publique André Mama Fouda lors de sa prise de parole au cours du conseil de cabinet du mois d'octobre qui s'est tenu au premier ministère le jeudi 26 octobre 2017. Donc il faut noter que le ministre de la Santé publique du Cameroun a évoqué les causes directes même de ces décès maternels-là, entre autres des hémorragies, des infections, des éclampsies, le travail obstructif, les avortements clandestins et également les causes indirectes qui seraient des pathologies aggravées, le paludisme, le sida et même les anémies. Mais maintenant, les internautes se posent la question de savoir, alors avec les progrès observés en médecine et notamment le plateau de techniques qui a connu dans le monde entier, pas peut-être forcément au Cameroun où c'est décrié l'absence d'un plateau technique très performant. On se demande donc comment est-ce qu'au Cameroun on en est encore là, qu'il y ait autant de décès maternels, des femmes qui décèdent beaucoup pendant leurs accouchements, alors qu'ailleurs on en observe de moins en moins, mais qu'au Cameroun on soit en train de noter une augmentation du taux de mortalité maternelle, c'est quand même inquiétant. Et justement, les internautes se demandent pourquoi dans ce rapport fait par le ministre de la Santé, André Mama Fouda, il n'a pas évoqué tout à côté aussi l'absence d'un plateau technique adéquat dans plusieurs formations sanitaires. Oui, tendance. Ça, mais laisse-moi comme ça. Tu parles comme ça. J'ai dit que j'ai eu un cas l'autre jour, Megui. La femme de Fongo Rodrigue. Elle est partie accoucher. Où ça fait comment? On dit que l'enfant vit tellement le saignement jusqu'à ce qu'elle est décédée. Maman, que ton âme repose en paix. Le clamicing, c'est quoi, Megui? Est-ce que tu as proposé? Les éclampsies. Les éclampsies, c'est quoi, maman? Ben, je ne sais pas trop, mais je sais que l'hypertension, voilà. Même les jeunes personnes ont ça. Voilà, il y a des éclampsies qui surviennent avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. C'est quand la tension artérielle est très élevée. Papa, nous on veut rien que le vaccin contre ça. Le clamsy là. Éclampsie. Donc, de toutes les maladies que tu as citées, Megui, pardon, nous on a juste besoin des vaccins. Nous on sait que la science a évolué. Oui, la science a évolué, s'il vous plaît. Il y a encore les chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça rapidement? Oui, Charles. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que on ne s'est pas éloigné du slogan Santé pour tous en l'an 2000. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on meurt plus qu'avant les années 2000. Pourtant, on a mis tout en place. On nous a dit avoir mis tout en place. Trop de vaccins, on ne sait pas à quoi cela nous sert. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'eau qu'on injecte plutôt que les produits, parce qu'on ne comprend pas comment de tous ces décès se multiplient. Pourtant, la majeure partie de ces filles au moins se battent pour aller à l'hôpital. Deuxième chose, Sam Sévérin, oui, ça démontre que la gratuité est payante. La gratuité mise en place est payante par le ministre de la Santé, est payante. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait une prise en charge, gratuité paludisme, gratuité si,
prise en charge totale dans telle situation. Et tout cela qu'on se retrouve à voir encore un cas comme celui-là. Rappelons-nous, il n'y avait pas longtemps, on parlait de 700 décès. Pour combien de naissances? 700 décès maternels, pour combien de naissances? Ça me fait donc 100 décès pour 700 naissances, disait-on à une certaine époque. Donc c'est dit que c'est assez grave, la situation est alarmante. La deuxième chose, où vont tous les fonds alloués par les organismes internationaux? Où vont tous les fonds censés préserver la femme enceinte? Autant de questions, et je me dis donc finalement, soit c'est le malade qui font semblant d'aller à l'hôpital, soit c'est les infirmières ou le personnel médical qui fait semblant d'administrer. Finalement, il y a un jeu à l'intérieur. Ok, très bien. Bombok Bengal, oui, Moi, sur le sujet. Non, nous avons reçu Dr Kamta ici dernièrement, Oui. et même pendant la semaine du cœur, nous avons reçu des médecins ici, Sam. Ils ont attiré notre attention sur le fait que l'occidentalisation de notre alimentation nous apportera toujours des morts et trop de morts. C'est ça que monsieur le ministère de la Santé publique relève quelquefois. Donc, nous avons quoi? Le diabète, l'hypertension artérielle, un certain nombre de choses. Donc, revenons à bio dans notre alimentation normale. Les médecins nous l'ont dit. Et l'autre chose, pour aller dans le sens de Salamel, Mais les décès survenus de suite d'accouchement ne relèvent pas forcément des questions liées à l'alimentation. Hein. Quand il parlait de l'éclampsie, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus nos tensions Il y a des artérielles. ruptures utérines aussi. Hein, Absolument. Voilà. Non, je veux dire, il y a le banditisme un peu là-dedans. Quand je dis, c'est quoi? Pourquoi nos grands-mamans, il n'y avait pas, comment dire, la césarienne? Aujourd'hui, on n'accompagne plus la jeune fille lorsqu'elle accouche. Césarienne. Pourquoi césarienne? Bon, là, j'ai laissé ce côté parce qu'on va me dire, tu n'es pas technique, effectivement, je ne m'y connais pas trop. Mais en tant qu'autorité traditionnelle, je constate que nos mamans accouchaient sans césarienne. Pourquoi il y en a aujourd'hui? Il y avait des techniques pendant la grossesse. Même si l'enfant montre les pieds, mais on ne vous a pas empêché de continuer dans la tradition. Si, justement, lorsque déjà je vous dis de manger le kwemsans, elle vous dit que vous mangez le fricassé de poulet ou je ne sais pas moi, les émincés de bœuf, voilà, des choses comme ça, vous ne verrez jamais. Et l'autre chose que le ministre a relevé, il a dit paludisme. En principe, le paludisme ne devrait plus tuer les femmes enceintes, les enfants. Puisque la femme enceinte jusqu'à l'enfant à 5 ans, il est pris en charge gratuitement. Donc, il devait évacuer ça. Comme il met ça comme pause dedans, ça veut dire que là, l'État a fait faillite. Et la gratuité payante. Donc, en fait, revenons à ce que les médecins nous disent. Faisons tout. D'abord pour contrôler notre tension artérielle par rapport à ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Oui, Mehdi. Mais moi, en fait, je ne rejette pas ce que Bombok dit, hein, que il faut... La perte des valeurs traditionnelles sur la prévention en matière de... Oui, on est généralement ce qu'on mange, mais toujours prendre l'exemple sur l'occidentalisation dans tout ce qu'on veut dire, parce qu'il faut quand même noter que c'est chez nous qu'on note une augmentation du taux de mortalité maternelle. Contrairement à ces Européens, on ne note pas, si on veut s'en tenir... Voilà, donc je veux dire quoi? Il faudrait qu'on adapte en tenant compte de ce qu'on n'a pas les mêmes moyens aussi que ces Blancs-là, justement, qu'on adapte notre façon de vivre avec nos réalités contextuelles, c'est que dans le pays. Parce que dire que c'est parce qu'on imite les Blancs qu'on a ce problème aujourd'hui, je dirais que c'est un peu paradoxal parce que eux, ils n'ont pas ce fort taux de mortalité. C'est les médecins qui nous l'ont dit. Voilà, maintenant, et on ne peut pas rejeter tout aussi parce que aujourd'hui, on n'empêche à personne de suivre les méthodes traditionnelles. Oui. C'est ça, justement. Voilà, justement, même la jeune fille qui va accoucher aujourd'hui dans un hôpital où il sera appliqué, entre guillemets, des méthodes occidentalisées. Avant de se rendre à l'hôpital, généralement, on va te dire, il faut te purger avec l'eau des fleurs d'hibiscus pour que l'enfant sorte rapidement. Alors, il faut faire ci. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais maintenant, il y a des choses qui peuvent arriver pendant un accouchement. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas qui peuvent arriver pendant un accouchement. Et là, je veux dire que, effectivement, la césarienne qu'on semble rejeter, parce qu'avant aussi, beaucoup de femmes mouraient parce que cette césarienne-là n'était pas accessible. Aujourd'hui, elle résout beaucoup de problèmes. Il y a des cas où, si la césarienne n'est pas appliquée, la femme va décéder. Avec votre permission, on va donc prendre un de nos annonceurs, l'association Ici et Là-bas, qui traite de la question de l'insertion
sociale des malvoyants à travers l'outil informatique. Ça, c'est la Blanqui, le logiciel avec synthèse vocale qui permet aux aveugles et non-voyants de traiter les textes, naviguer sur la toile et même faire des montages vidéo. C'est bluffant, n'est-ce pas? Mais non! Ici et là-bas offre une formation aux aveugles et non-voyants pour être connectés au monde des TIC sans assistance. Pour plus ample information, rendez-vous au siège de l'association ici et là-bas, montez sa tête ou appelez le 690 79 81 17 233 41 84 42. Avec la Blanqui, même les yeux fermés, le monde des TIC est accessible. Voilà, les représentants de la dite association qui sont donc sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup, bonjour, bienvenue. Bonjour Sam Séverin, bonjour Charles Amen. Bonjour. Bonjour. Ok, allez-y donc, votre message de ce matin. Oui, l'autre message déjà, c'est pour dire que jeudi dernier, le 26, nous avons tenu à la salle d'animation de jeunesse à une démonstration en fait de la Blanqui. Auprès des autorités, des représentants des délégations régionales de la jeunesse et de l'éducation civique, de l'éducation de base et de la représentante de la déléguée départementale. Donc nous avons pu démontrer, en fait, nous avons pu montrer l'usage de la Blanqui à ceux venus à cette cérémonie de remise de parchemins. Car il s'agissait également de remettre des parchemins de formation à ceux qui les premiers ont reçu, sont venus voir comment utiliser la Blanqui et comment elle impactait en fait le quotidien des personnes aveugles. Le message que nous aimerons passer aujourd'hui, ce matin en fait, c'est d'interpeller les pouvoirs publics et les parents des personnes aveugles et malvoyantes de ne plus laisser les personnes aveugles et malvoyantes à la maison. Ce sont des personnes à part entière et non des personnes à part. Ce sont des citoyens comme d'autres qui ont besoin en fait d'aller à l'école, qui ont besoin d'avoir les mêmes chances que tout être humain. Donc nous invitons les personnes ayant ou connaissant des personnes aveugles ou malvoyantes dans leur environnement, dans leur quotidien en fait, de se rapprocher des associations permettant l'autonomisation des personnes aveugles et malvoyantes. Donc parce que garder une personne handicapée à la maison, c'est non seulement le priver de vie, mais également aussi priver la société en fait d'une valeur sûre. Donc nous avons des exemples de personnes aveugles ou malvoyantes qui sont devenues des célébrités mondiales. Seulement ici dans d'autres pays nous avons des artistes tels que Talendré Marie, mais également au niveau mondial nous avons des personnes telles que Richard ou Stevie Wonder qui, en dépit de leur handicap visuel, ont réussi à le dépasser et à montrer que être handicapé visuel n'est pas la fin d'une vie. Est-ce que tu peux nous faire une démo là? On te voit avec D'accord, je vais faire une démo très rapidement. Donc voici une Blanqui. Donc c'est une clé USB ordinaire en fait, dans laquelle on a inséré des programmes. Donc je vais la connecter à l'ordinateur. Il faut garder le micro rapproché de votre bouche pour qu'on vous entende finalement. Oui. D'accord. Voilà. Donc j'ai entendu le bip en fait que la clé est bien insérée. Donc là, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche M, qui est le raccourci en fait, qui permet d'activer la Blanqui. Et je fais de nouveau la touche Entrée. Donc on va patienter quelques secondes, le temps que la synthèse vocale s'initialise en fait. Donc,
On va voir. Donc en fait, comme l'ordinateur est là, Alors, ça suppose que je ne sais pas hein? s'il est allumé ou s'il était en fait. Non, il est allumé. Il est allumé. Alors, si je comprends bien, c'est la clé qui porte pratiquement tout. C'est la clé qui porte tout. Effectivement. Donc, je ne sais pas si le volume, on peut l'entendre. Je ne sais pas si le volume est assez fort. En fait. Mais est-ce que votre clavier est en braille ou bien c'est en écriture normale? Non, justement, le clavier c'est un clavier normal. Pour qu'une personne aveugle utilise l'ordinateur, normalement, en fait, il faut juste cette synthèse vocale, en fait. Il faut juste la synthèse vocale. Et après, justement, quand on apprend à utiliser un ordinateur, quand on est une personne aveugle, en fait, c'est juste, on commence d'abord par apprendre le clavier. On apprend juste... Alors la formation, par exemple, pour quelqu'un... dans la formation, pour le moment, on a commencé. Il faut appuyer maintenant sur la touche. Quelle est la touche qu'il faut appuyer en premier? Pardon? Essayez d'appuyer sur la touche. Déjà, appuyez sur l'autre. Donc justement, quand on est une personne aveugle, quand on commence l'informatique, on apprend d'abord à utiliser le clavier. On apprend d'abord à utiliser le clavier grâce à un programme qui s'appelle Apprenti Clavier. Donc la suite en fait du projet Blind Key, en fait, c'est de travailler avec les autorités pour en fait aller dans des écoles inclusives comme l'école inclusive de Bali, lancer former des 2 à 3 professeurs et installer des synthèses vocales dans des ordinateurs et montrer aux professeurs en fait comment enseigner déjà l'apprentissage du clavier aux élèves aveugles et malvoyants. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Anki, le logiciel avec synthèse vocale qui permet aux aveugles et non-voyants de traiter les textes, naviguer sur la toile et même faire des montages vidéo. C'est bluffant, n'est-ce pas? Mais non! Ici et là-bas offre une formation aux aveugles et non-voyants pour être connectés au monde des TIC sans assistance. Pour plus ample information, rendez-vous au siège de l'association ici et là-bas, Montée Sacré, ou appelez le 690 79 81 17 233 41 84 42. Avec la Blanqui, même les yeux fermés, le monde des TIC est accessible. Voilà, merci beaucoup. On va donc prendre la suite de ce programme en attendant de recevoir quelques-uns des autres annonceurs qui sont parmi nous. La prochaine rubrique est intitulée donc Interpellation. Interpellation qui va arriver dans quelques petites minutes, le temps qu'on ait la mise en place. Donc, après le passage de nos amis de l'association ici et là-bas, qui était en train de nous présenter toutes les vertus de la Blind Key. Voilà, donc c'est une clé magique qui permet à tous les malvoyants et non-voyants de pouvoir aborder l'outil informatique avec un peu plus de facilité aujourd'hui. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche, ils interpellent les autorités en place pour qu'ils puissent s'approprier cette idée-là, sachant que bien de personnes dans cette même situation ont réussi à s'insérer socialement et ont pu devenir des personnalités importantes. On a évoqué le cas de Ray Charles, et plus proche de nous, Monsieur André Maritala, qu'on a abondamment cité dans ce programme également. Voilà, on peut donc à présent avoir le loisir d'interpeller l'opinion publique à travers un de nos compatriotes sur un sujet bien précis. Je vais m'attarder sur la sécurité routière. Donc je vais interpeller le CED en charge de la gendarmerie et dans une moindre mesure le ministère des Travaux publics
c'est qu'on constate que tous les panneaux de limitation de vitesse de 90, 80 qui sont tombés ont été remplacés par les panneaux de 60. Bon, ben, j'aimerais bien qu'on nous en dise quelque chose, parce que on a l'impression que c'est une embuscade. Donc, deuxièmement, nous apprécions le combat que la gendarmerie mène sur nos routes nationales en ce qui concerne les excès de vitesse. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il y a l'alcool au volant, la drogue même au volant. Donc, je pense qu'il faut vulgariser l'alcotest. Parce que j'ai vécu une scène lors d'une collation aux obsèques où quelqu'un a vidé une bouteille de vin et après il a pris le volant pour faire 180 km. Donc je dis il faudrait qu'on pense à vulgariser l'alcotest. Surtout les week-ends, je pense qu'on découvrirait beaucoup d'horreurs. Alors, je ne sais pas si on peut appuyer l'accélérateur jusqu'à 180 parce que il me semble qu'au-delà même de l'état de la route, quand on est déjà à 180 km, on est déjà vers la fin du tableau de bord. En cette matière-là, je pense que ça relèverait de l'irresponsabilité. Oui, de l'irresponsabilité totale, Sam. Je pense qu'ici, que notre compatriote nous interpellait d'abord l'administration, d'abord pour, si c'est mieux de mettre les plaques 60 lorsque c'était 90 hier, mais il faudrait sensibiliser les gens. Parce que ce qu'on a vu, je pense que c'est Megui qui le dit souvent ici, la conscience morale que nous avons, certains de nos automobilistes. Ils savent par exemple que Douala Yaoundé, il y a 2 endroits où, comment j'appelais, le radar se place. Lorsqu'ils traversent le radar, ils commencent à rouler à vive allure. Il y en a même qui disent qu'à Deyassa, il met ses 25 000 à côté. Il dit quand le radar va me flasher, je vais payer, je passe. Voilà ce genre de comportement qu'on devrait enlever. Maintenant, la gendarmerie, là où je m'intéresse, là où j'ai d'ailleurs commencé l'émission. Lorsque la gendarmerie constate ça, on ne les a pas envoyés en route pour collecter de l'argent. Et lorsqu'ils se rendent compte que, bon, cette semaine, on a pu collecter des millions, ça veut dire qu'ils ont en face des citoyens qui sont irresponsables. Pourquoi ils savent qu'il y a des contrôles et ils viennent à vive allure? Ça veut dire qu'ils sont irresponsables. À ce moment-là, donc, on doit changer de méthodologie. Donc vous êtes contre le paiement de cette nouvelle forme de taxe à la vitesse sur la route? Non, on doit payer, mais ils doivent accélérer. Comment limiter les vitesses sur nos routes? Puisque quand ils traversent les 2 radars qu'ils connaissent souvent, et la même vitesse, et les mêmes accidents, vous ne pouvez pas me dire, Sam, ces brigades de contrôle sont là depuis 2 ans. Et de janvier à août seulement, vous avez vu plus de 400 morts dans nos routes. Mais qu'est-ce qui explique ça, alors qu'ils sont là? Donc ça veut dire que les citoyens ne sont plus des citoyens normaux. Donc nous sommes tous, j'allais dire, nous cherchons la mort. On n'est pas tout à fait tous anormaux. Hein. Je pense en réalité, les gens ont besoin quand même aussi d'aller vite. Si on a des rendez-vous, il faut demander à ce qu'on nous fasse des bonnes routes pour qu'on puisse accélérer un tout petit peu. Voilà. Non, avant tendance, oui, je suis d'accord avec ça. Effectivement, où est l'autoroute? Donc, en réalité, nous n'avons pas de route au Cameroun. Il faut le dire, on ne peut pas aller des douanes, il n'y a pas de route au Cameroun. Et même l'accident de dernièrement, dans les pays sérieux, on aurait pu prévenir à dire qu'il y a un carburant en route et le gouvernement, d'abord le ministère des Transports, aurait versé le sable ou le sel pour limiter à ce moment-là. Les gens même qui sont pressés là, vous êtes pressés pour aller où? Je ne sais même plus s'il y a les radars sur nos routes parce que ce que mon bordi là, c'est vraiment énervant. Quelqu'un sait qu'il va aller, qui viole le feu, je peux me dire violer le feu. Il met son argent à côté parce qu'il va les monnayer. Ils se connaissent entre eux. Ce n'est pas normal. Tu vois un chauffeur, même quand il y a les embouteillages, c'est où il gare la voiture pour aller couper d'abord une vite fait avant de reporter la voiture. Ça ne dit rien à personne. Les gars qui sont tous sous quand ils sont au volant, c'est que je suis un peu sous, que je conduis bien, que je vois bien. Dans quel pays? C'est comme ça. Tu vois un chauffeur qui, avant de prendre le volant, il descend d'abord au ghetto. Il prend même foie filon. Quand tu veux parler, il te dit que je fume ça depuis des années. Pour aller tuer des familles, laisser les enfants orphelins.
Ok, Megui, sur interpellation. Moi, je persiste à dire qu'il faudrait que les gens fassent preuve de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après l'incident de Général Express qui a été sanctionné par le ministre des Transports, qu'on se rende compte qu'il y a un syndicat, des transporteurs routiers qui se lève pour annoncer une grève et tout, parce qu'il faudrait qu'on lève la sanction contre Général Express. Je dis, c'est un peu gros quand même. Parce que la sanction de Général Express survient après quoi? Il y a une recrudescence quand même d'accidents venant de cette agence. Le syndicat est peut-être dans son rôle. Il dit qu'on peut sanctionner le chauffeur, mais pas l'agence. Non, je veux dire quoi? Peut-être sanctionner le chauffeur, mais pas l'agence. Je ne suis pas d'accord parce qu'on est aussi conscient de ce que certains chauffeurs subissent des pressions vis-à-vis de leurs employeurs. Ça, ils ne peuvent pas l'occulter. Ils ne peuvent pas l'occulter. Il y a des chauffeurs, ils ont droit à combien de tours la journée? Il faut regarder tous ces paramètres. Il y a des chauffeurs qui sont soumis à des pressions sur leur travail. Donc moi je dis, une enquête doit être menée. Peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, mais une enquête doit être menée. Et il faut que les gens soient sanctionnés. Parce que je vous assure que si on a toujours cette irresponsabilité au niveau des comportements des uns et des autres, on aura beau avoir des autoroutes que les gens pousseront toujours le vice un peu loin. Ce n'est pas le fait qu'on aura des autoroutes qui va faire disparaître les accidents. On n'a pas de route, d'accord. La vie humaine doit être placée au-dessus de tout. S'il n'y a pas de route, faites attention, ma foi. C'est tout. Si vous n'y a pas de route, vous ne pouvez pas, sous le prétexte qu'on n'a pas de route, prendre 70 personnes dans votre voiture et conduire n'importe comment. On a des vidéos où on voit des conducteurs qui font des dépassements au virage. Mais arrêtons quand même. Arrêtons. Okay. Très bien. On va accueillir 1001 tapis, puisqu'on est rattrapé par le temps, rapidement avec vous, Constille Amine, pour la dernière semaine de promotion de ce magasin. Bienvenue, bonjour. Oui, bonjour Sam Sévéran et bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka qui annonce bel et bien d'une manière officielle et intégrale que nous sommes à la dernière semaine de la promotion. Ah ben oui, c'est vrai, hein. Vous aviez encore jusqu'à ce samedi 4 novembre 2017 pour acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui, je vous rappelle, est situé en plein cœur de Douala, au quartier bien sûr Aqua, en face du Palais d'Ika, juste à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons commencer tout de suite ce matin, chers téléspectateurs, par le Salaka du jour. La semaine passée, vous aviez été nombreux à recevoir les épices Mamie. Alors ce matin, nous remettons cela tout en vous offrant un morceau de savon de 400 grammes à tous ceux qui vont effectuer des achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ça ne se vend pas. Ah ben oui, ça se donne gratuitement. Une manière déjà de dire merci à tous nos clients qui vont faire des achats. Ça, c'est du jamais vu. Un morceau de savon de 400 grammes offert à tous les clients qui vont faire les achats aujourd'hui du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et je ne saurais dire merci et un bonjour particulier à un nouveau partenaire du concept Salaka, la compagnie d'assurance Areya Assurance qui accompagne le concept Salaka. Alors ce matin, bien entendu, nous allons tout de suite commencer la vente avec bien sûr des tapis de prière. Ah ben oui, vous les avez à 2000 francs, un tapis de prière de qualité supérieure. Vous l'avez du côté du magasin 1001 tapis à 2000 francs, quel qu'en soit où vous êtes au nord, à l'extrême nord, dans la Damaroa, quel qu'en soit votre ville de résidence, quel qu'en soit votre quartier, appelez tout simplement et vous recevez en direct ce magnifique tapis de prière dont le prix s'affiche encore à l'écran à 2000 francs. Et je rappelle que la promotion s'achève ce samedi 4 novembre 2017. Et quand vous achetez un tapis de prière à 2000 francs, on vous donne un morceau de savon de 400 grammes gratuitement. Tout de suite, la seconde de vente nous conduit directement à des magnifiques robots mixeurs 2 bols. Oui, je dis bien, des magnifiques robots mixeurs 2 bols que voici. Un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Vous les avez à 11 500 francs, un magnifique robot mixeur 2 bols. Ne perdez surtout pas le temps parce que après la promotion, ces robots mixeurs coûteront plus de 15 000. Donc vous les avez à présent au magasin 1001 tapis. Le prix s'affiche encore à l'écran à 11 500 francs, un magnifique robot mixeur 2 bols, accompagné bien sûr d'un morceau de savon de 400 grammes pour le compte bien sûr de ce lundi aujourd'hui. Tout de suite, place à l'instant au magnifique fer à vapeur. Bah oui, c'est vrai, il est grand, il est costaud, il est solide avec un long
fil qui vous permet d'être au salon et repasser dans la chambre. Ne portez plus les habits froissés. Non, c'est terminé. Chacun devrait être élégant, chacun devrait être stylé, chacun devrait être slim, avec bien sûr des magnifiques fers à vapeur à 7000 francs qui s'arrachent comme des bouts de pain. C'est neuf dans le carton avec garantie et service après-vente assuré. Fer à vapeur à 7000. Appelez déjà dès à présent. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. La situation, le prix, ne perdez pas le temps. Dépêchez-vous rapidement. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors à l'instant, pour ceux qui veulent bouillir de l'eau, pour ceux qui veulent boire une eau chaude, alors retenez qu'il est question d'acheter des bouilloires automatiques. En moins de 2 minutes, vous avez une eau chaude à la maison, au bureau, au restaurant, au salon de coiffure, quel qu'en soit le besoin. Une bouilloire électrique, le prix s'affiche encore à l'écran. Vous les avez bien entendu à 8000. Ces magnifiques bouilloires électriques en inox automatique. Vous les avez à 8000 francs. C'est au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité, le magasin du moins cher en plein cœur de Douala avec le concept Salaka, le concept de l'heure. Alors place à l'instant, bien entendu à l'instant, aux ordinateurs. Ah ben oui, là c'est la totale. Ne perdez pas le temps, un ordinateur complet avec unité centrale, clavier, souris, 40 Go de disque dur, 1 Go de RAM, un écran plat 17 pouces. Et je rappelle que ces ordinateurs, on peut les utiliser même pour animer dans un bar, même comme un téléviseur avec votre carte TV. L'écran peut être comme un téléviseur. Vous l'avez à 35 000 pour les écoles, les établissements privés, les écoles supérieures, la maison. Tout le monde devrait l'avoir. Un ordinateur complet à 35 000 francs seulement. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors, place un instant au magnifique laptop. Et qui dit laptop, dit le magasin 1001 tapis. Un corps de Dio, vous l'avez bien entendu, à 75 000. Que voici, le voici. Ah ben oui, ce laptop Dell, stylé Nyanga avec Wi-Fi. Bonne autonomie de batterie, vous l'avez à 75 000 francs. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Et je rappelle que vous n'avez encore que quelques jours seulement pour l'acheter au magasin 1001 tapis, 75 000. Un laptop corps de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur DVD Wi-Fi, bonne autonomie de batterie. À combien? 75 000. Le prix s'affiche encore à l'écran. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, on accepte les avances, on accepte les réservations. Appelez dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion pour courir au magasin 1001 tapis. Alors place à l'instant à notre bijou, à notre diamant, à notre mine d'or, le laptop Core i3. Ce même laptop, vous le retrouverez ailleurs à plus de 250 000. Chez nous, au magasin 1001 tapis, le voilà. Vous l'avez bien entendu à 115 000. Regardez la configuration physique. Il est nyanga, il est stylé dans la webcam. Vous l'avez à 115 000 francs au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité. Je rappelle qu'il a 4 Go de RAM, 160 Go de disque dur, lecteur DVD, webcam, avec une bonne autonomie de batterie à 115 000 francs seulement. Appelez dès à présent. Ne demandez plus les laptops aux voisins. C'est terminé. Non, c'est terminé. Chacun devrait l'avoir. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit tout de suite, bien entendu, aux plaques à gaz turbo. Pour les étudiants, élèves, les célibataires, oui, Sam Séverin, des plaques à gaz turbo. Vous les avez à 27 000 au magasin 1001 tapis. 3 foyers en inox. Ça ne fume pas, ça ne noircit pas. Vous les avez à 27 000 francs. À côté, bien sûr, des plaques à gaz, on a donc des woofers. Ah ben oui, pour écouter de la musique, pour écouter les informations, pour écouter la matinale d'Equinox Radio-Télévision. Des woofers à 25 000 francs. 9 dans le carton avec garantie. Sont chez bien tapis. Ensuite, pour sécuriser vos appareils, on ne saurait sans parler bien sûr des régulateurs de tension. Vous les avez à partir de 17 000. Alors ce matin, j'invite tous les téléspectateurs, ne perdez pas le temps. Vous n'avez pas assez d'argent, appelez dès à présent et retirez même après la promotion à condition de nous appeler. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances. Et je rappelle que le savon est donné à tous les clients. Et nous supportons une partie Très bien. de livraison. Une fois de plus, merci à notre partenaire. On a déjà franchi le temps qui vous est réservé. Apprenez à être concis, Lamine, parce que tout le temps, on est obligé de vous couper, c'est pas agréable, puisque vous avez dépassé le temps de votre parole. 7 minutes de communication, ce n'est pas rien du tout. On va passer à la prochaine étape, ça veut dire les messages en guise d'intermède, puisque nous devons recevoir
un troisième et dernier annonceur qui est également notre partenaire. Est-ce qu'on a un ou deux messages qu'on peut intercaler le temps qu'ils se mettent en place? Tout à fait, Sam. Donc, Zachary nous dit le personnel de nos hôpitaux est pour la plupart des personnes sans salaire. Ce sont des personnels en stage de perfectionnement depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas de rémunération et ne peuvent donc pas prendre de façon normale le malade. Donc, alors, n'oubliez jamais que l'armée camerounaise, c'est d'abord la discipline et que tout ce qu'ils font est discipliné. Leurs hôpitaux et garnisons sont très disciplinés. Chacun fait bien ce qu'il doit faire sous peine de sanction, alors que dans nos hôpitaux publics, chacun fait ce qu'il veut à la je m'en foutaise. Emmanuel Ngengan. Très bien. Donc, oui. Oui, un tout dernier, oui. Voilà, donc, on a cet autre message qui nous dit que Charles Armel is very right. It is probably Akbar Bala himself who ordered his house to be set on fire so as to continue to propel his cheap popularity. He should know that he is the FACO lawyers president and not an anglophone leader because the consortium was banned. This is not true at all. It has to be verified. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est une belle parade pour recadrer notre... On prend nos amis de Grand Bazar à l'instant. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, merci bien. Bon, le spot a pratiquement déjà tout dit. Bienvenue, bonjour, monsieur Tambo de Grand Bazar. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et bon début de week-end, de semaine, pardon, à tous nos fidèles clients de Grand Bazar. Les tricycles, les motos Lifan qui s'arrachent, donc grâce à cette promotion sur Equinox, effectivement. On va vous donner l'occasion de parler, de faire encore la promotion de cette tricycle Lifan ce matin, rapidement. Bien sûr, comme qui s'arrache également comme des petits pains. Vous avez à moins d'1 million ces tricycles Lifan à Grand Bazar. Vous ne les trouverez jamais ailleurs. C'est une occasion unique chez Grand Bazar à venir arracher votre tricycle Lifan à moins d'1 million à la portée de tous les Camerounais. C'est opération un Camerounais, un tricycle Lifan s'est lancé et vous avez la possibilité également à travers notre grande tombola de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul. Participez tout simplement à la tombola après l'achat. Vous allez être compté parmi ces nombreux gagnants qui gagnent au jour le jour, Sam Séverin. Voilà, et quels sont les avantages et les bonus de ces tricycles? Voilà, vous allez porter votre choix sur le tricycle Lifan parce qu'ils sont accompagnés de nombreux bonus et avantages que vous ne trouverez jamais ailleurs. Vous recevez d'abord les conseils pratiques pour obtenir rapidement l'immatriculation de votre tricycle en moins d'une semaine. Vous recevez également un package de 5 gadgets, soit un manteau, un t-shirt, un casque de sécurité, et etc. avec des postes radio dans tous ces tricycles. Vous avez l'avantage de recevoir une roue de secours que vous ne trouverez jamais ailleurs avec les crampons tracteurs. Vous recevez les tricycles également avec une garantie de 6 mois où vous vous rendez tout simplement dans notre service après-vente en cas de problème pour être pris en charge entièrement. N'oubliez pas que ces tricycles ont des phares laser qui voient à plus de 200 mètres dans la nuit. Ils ont les gros réservoirs d'une capacité de 20 litres. Un ventilateur ou un radiateur est toujours accroché au moteur pour vous permettre de refroidir, pour permettre le refroidissement de ces moteurs en cas de surchauffage.
Sam. Merci beaucoup. On a fait le tour pour la présentation de ce lundi. Vous serez là encore demain pour la suite. Le temps de prendre votre générique de fin. Merci. Merci Sam. Et n'oubliez jamais qu'avec les tricycles Bazar, chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. C'est Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, on va sortir avec cette critique qui porte essentiellement sur tous ceux-là qui orchestrent des marches de la paix au Cameroun. Ça a commencé avec les gens du RDPC et ces marches qui n'atteignent jamais 300 à 500 personnes. Rien à voir avec les marches des unionistes ou alors des indépendantistes de la Catalogne espagnole. Alors, ce week-end, on a pu être amusé de voir également quelques bien-pensants issus des rangs de l'église, une église de réveil de Yaoundé, la mission du plein évangile. Ils ont plutôt choisi de marcher dans une rue d'un quartier quelconque de la ville de Yaoundé. Alors, pour demander à ce qu'il y ait un peu plus de paix au Cameroun, on va leur suggérer à tous ceux-là qui sont tentés d'en appeler à la paix. D'ailleurs, on est étonné de voir qu'ils avaient été là, ils étaient absents plutôt lorsque le Cameroun a traversé des moments bien plus difficiles. On leur conseille donc d'aller à Kumba, Moutengene, Manfé, Boya, Bamenda, aller marcher là-bas et prier pour la paix. On verra ce qui va leur être réservé. Au lieu de rester à Yaoundé et dire que vous marchez pour la paix, mais de quelle paix vous parlez même en réalité, alors que les revendications dans le fond étaient plutôt assez justifiées. Jusqu'ici, la crise anglophone n'est pas encore tout à fait terminée et les églises réveillées qui ont une belle inspiration là-dessus seraient bien tentées de se retrouver sur le chaudron, sur le théâtre des opérations. Merci beaucoup. C'était le zénith de ce jour. Restez sur Equinox Télévision.